extrêmement heureux de vous retrouver sur Fitness Logic Radio. Sur ce podcast, nous explorons ensemble les stratégies et les outils qui nous aident à vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus productive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Najib, plus connu sous le nom de Naj Fit. On s'est retrouvés au parc de Bercy et on s'est posés tous les deux au soleil, dans l'herbe, à côté des canards. On a passé un super moment que je vais partager avec vous aujourd'hui. On a parlé de son parcours, de son ascension fulgurante sur les réseaux sociaux, de l'évolution de son physique, du bodybuilding hardcore à maintenant et de sa vision actuelle du fitness. Si vous ne le connaissez pas encore, ce sera une belle découverte. C'est quelqu'un avec beaucoup d'humour qui cherche toujours à éduquer tout en vous faisant rire. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre application podcast. Ça aide énormément pour le référencement et la visibilité du podcast et ça me permettra d'accueillir encore plus d'invités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité de marque. Oh là là. Salut Naj, comment Salut, ça va? Bah écoute, merci à toi de m'accueillir en cette belle journée ensoleillée. J'ai une première question, c'est combien de personnes t'appellent en vrai Naj Fit? Personne. Personne? Personne. C'est vrai? En fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est bon, mon prénom c'est Najib. Et en fait, quand j'arrivais pas à trouver un nom Instagram, et du coup j'ai enlevé le i, donc Najb. Et en fait, c'était censé être un jeu de mots. En fait, Bifit, tu vois, en anglais, B-E, soit fit. Être fit, ouais. Personne ne l'a compris comme ça. Je n'y ai jamais pensé. Mais personne n'y a. Et pourtant, t'es anglophone. Et en plus, ouais. En fait, je crois que dans ma tête, c'était plus clair que ce que c'était dans la réalité, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, ça allait être évident. C'est un peu, tu vois, comme les To Be Free. Genre, je pensais que ça allait faire le même truc. Pas du tout? Pas du tout. Ok. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais dans la vie, quelles sont les passions qui t'animent? Bon, le fitness quand même un petit peu, De temps en sinon temps. tu serais peut-être pas là. De temps en temps. Alors, bah, comme j'ai dit, je m'appelle Najib, un peu plus connu sous le nom de Naj ou Naj Fit. Je suis coach depuis 2013, pratiquant de musculation depuis 2011. Aujourd'hui, principalement coach en ligne, mais avant ça, je venais de 8 ans, même 9 en salle de sport. Et en parallèle de ça, je suis ce qu'on pourrait communément appeler un créateur de contenu. Donc par le biais de ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, également TikTok, pour le meilleur et pour le pire. Et Pour le meilleur jusqu'à présent, hein, d'après ce que j'ai vu. oui, ça va. Au final, au début, j'étais réticent et je me suis pris au jeu au final. Ouais. Mais en fait, ça va, c'est cool. Et en parallèle de ça, en projet de développement de mon entreprise, donc là, j'ai déjà mon entreprise de coaching, donc avec 2 coachs qui travaillent avec moi, certainement un 3e bientôt. Et je suis en parallèle en création d'une formation qui devrait voir le jour début 2023, si Ok. tout se passe bien. Ok. De toute façon, il y aura les descriptions pour tout. Vous pourrez retrouver sa chaîne YouTube, son compte Instagram Oh, c'est et gentil. son site internet. Comme ça, ils pourront aller voir tout ça. Magnifique. Comment toi, t'en es arrivé au bodybuilding? Parce que tu as quand même on peut dire une phase un peu bodybuilding. Comment t'es arrivé un peu est-ce que tu étais sportif dans ton enfance ou c'est un truc que tu as découvert un petit peu par la suite? Non, alors j'ai toujours été sportif. Savoir que petit, j'avais fait du foot et, si quelqu'un rigole, je vais m'énerver, de la gymnastique. Et de la gymnastique, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la danse hip-hop. Ok. Donc j'en ai fait pendant 7 ans, ça a été mon métier, je voyageais avec, je gagnais ma vie avec. Et arrivé à l'âge de 21 ans, j'ai décidé de partir vivre aux États-Unis pour justement aller plus loin dans la danse. On va dire qu'en France, j'étais devenu champion de France, j'avais fait les championnats d'Europe et tout, donc je voulais un peu voir plus grand. Mon but, c'était d'arriver là-bas et de m'inscrire à des castings, faire des clips, des concerts, des trucs, enfin, tu vois, danseur. C'était avoir quoi tout. ton style de hip-hop? Breakdance, donc vraiment les mecs qui tournent sur la tête. Ok, d'accord. Et de là, en fait, ce qui Donc s'est du coup, passé. tu t'entraînais à Châtelet et tout à l'ancienne? Voilà, ou- moi je suis vraiment de l'époque Châtelet. C'est vrai? Ouais, c'est Châtelet, ouf. Gare de Lyon, enfin, c'est vraiment la période 2005-2006, enfin, c'est très vieux, tu vois. Et je suis de cette génération-là. Et en fait, une fois arrivé aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que je me suis complètement démotivé pour la danse. Genre, j'ai plus eu envie de le faire d'un coup du jour au lendemain. Et en fait, je suis dans un nouveau pays, je connais personne, j'ai pas vraiment de contact, mais j'ai envie de faire du sport parce que j'en ai toujours fait. Et je me dis, quel est le sport que je peux faire un peu quand je veux, sans forcément avoir besoin de connaître quelqu'un? Parce que par exemple, pour la danse, il faut que tu connaisses quelqu'un qui va dire où sont les spots. Genre, par exemple, un étranger vient à Paris, ok, je t'emmène à Châtelet, tu vois. Ouais. Là, non, je voulais un truc où, ok, qu'est-ce que je peux faire tout seul? Et puis ça, c'était il y a 10 ans, c'est ça? C'était en 2011.
Ouais, donc les réseaux sociaux, c'était pas la même Non, non, chose il y avait pas et encore tu les pouvais réseaux. pas regarder sur Instagram où est-ce que ça danse et Non, ouais. non, puis même j'avais plus envie de danser. Non, après je pouvais, il y avait des forums à l'époque. Ouais. Donc je pouvais sur les forums trouver, mais en général, voilà, j'avais juste plus envie de le faire. Donc en fait, je me suis dit ok la musculation parce qu'en plus, la danse, ça m'avait fracassé le genou, l'adducteur, ça m'avait fracassé le bas du dos. Donc en fait, au début, je me suis dit je vais faire de la musculation, mais plus dans une optique de rééducation, me débarrasser de mes douleurs et autres. En fait, ce qui s'est passé, c'est que de là, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à m'entraîner. Et j'ai eu assez vite de bons résultats, ce qui fait qu'en fait, au bout d'1 an ou deux de pratique, il y avait pas mal de gens qui venaient me voir. À ce moment-là, j'étais en parallèle barman. En fait, j'ai pas mal de gens qui venaient me voir pour me demander des conseils et qui pensaient que j'étais coach. Parce qu'en fait, vu que je conseillais des gens, le prochain mec qui me voit conseiller pense que je suis coach. Et du coup, j'étais là en train de dire à toute la salle, ouais, bah vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Et de là, en fait, et bah, de fil en aiguille, je me suis dit, ok, bah, pourquoi ne pas en faire ton métier? Parce que jusque-là, tu as fait que des trucs que tu n'aimais pas, mais qui te payaient les factures. Là, pour la première fois, il y a un truc que tu aimes tellement que tu es prêt à le faire pendant des heures bénévolement, fais-en ton taf. Donc de là, en fait, j'ai eu une opportunité pour aller de l'autre côté, parce qu'à ce moment-là, j'étais à Boston, pour aller de l'autre côté des États-Unis, donc à Californie, pour passer une certification qui s'appelle le NASM, et du coup, pour devenir personal trainer. Et j'avais déjà le contact, en fait, qui, une fois certifié, pouvait me faire travailler dans sa salle. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à coacher dans sa salle en 2013, donc à Sherman Oaks en Californie. Et j'ai fait personal trainer là-bas et j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis là, je suis revenu en France, T'es resté combien de temps aux États-Unis du coup? en tout 5 ans. Ok. Tu penses que ça a une grosse influence sur ta vision du monde et la vision de la France aussi peut-être? Ça a été l'expérience la plus transformatrice de ma vie. Et est-ce que tu recommanderais aux gens d'essayer de voyager dans les mesures du possible Un et de milliard leur de fois. capacité? Ouais. 1 milliard de fois. Même, alors, non seulement voyager, mais moi, je vais même t'emmener le truc un peu plus loin. Voyager, mais avec une certaine dose d'inconfort. Ça veut dire aller là-bas et être un minimum livré à toi-même. Débrouille-toi pour parler aux gens, pour acheter ce que tu dois acheter. Tu vois ce que je veux dire? N'arrive pas et c'est genre tout inclusif, genre exemple. Bon, après, sans vouloir catégoriser, tu vois, mais par exemple, une personne qui serait jeune fille ou jeune homme au père, qui irait là-bas, il y a déjà une famille qui l'attend, c'est beaucoup plus facile. Moi, tu vois, c'est vraiment, je suis arrivé là-bas avec un sac à dos et 200 balles. Donc, et oui, non, ça a été vraiment, vraiment transformateur. Et s'il y a une expérience dans ma vie que je ne peux pas reprendre, ce serait celle-là. Tu vois, donc oui, c'est clairement un truc que je recommande. Et là, en fait, du coup, Retour en France, ouais. retour en France. Donc de là, en fait, moi, j'arrive comme une fleur en me disant, bon, j'ai une certification coach, je vais coacher. Et là, en fait, on me dit, non, non, en France aussi, il te faut un diplôme d'État. C'est pas juste une... Je fais comment ça? Donc du coup, j'ai commencé à faire des tafs. Puis j'ai passé le BPGEPS Ok. en 2017. Et de là, j'ai tout de suite réembrayé sur le coaching. J'ai fait personal trainer en salle. J'ai même développé le personal training dans quelques salles, à savoir Basic Fit Levallois et Fitness Park Place de Clichy. Et de là, j'ai commencé à connaître des personnes qui, eux, étaient beaucoup plus dans le milieu du bodybuilding. Sachant que moi, j'étais beaucoup plus intéressé à... On fait un featuring avec le canard. Ouais, c'est pour les gens qui écoutent ce podcast et se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des canards à côté de Najib? On est dans un zoo. On s'est posé dans un petit parc à Bercy, on est au soleil, on est nickel. Et du Exactement. coup il y aura des petits bruits de la nature, mais ça fait stylé, ça fait une petite bande son Mais derrière. je crois que j'ai jamais autant kiffé un podcast. Là, j'ai l'impression de faire un pique-nique. C'est ça. Tu sais que là, je commence à oublier qu'il y avait une vidéo. Il y a un pigeon qui passe derrière la caméra. Ouais, des trucs et des mésanges. Donc ouais. t'étais quand même dans une salle qu'on pourrait dire Voilà. une Oui, des non, mais- plus grosses salles parisiennes et avec un aspect bodybuilding quand Un même très assez gros aspect. prévalent. Après, le milieu du bodybuilding, j'ai toujours traîné dedans. Par exemple, quand la première salle où j'avais bossé à Sherman Oaks en Californie, Ouais. elle était tenue par Scott Mendelson, qui a eu le record ouais. du monde de Ok, développé. d'accord, ouais. Ceux qui ont déjà vu la photo qui est très C'est connue exactement ce que j'allais d'un dire. mec où son pec il a explosé, c'est tout violet, c'est Scott C'est Scott Mendelson et Mendelson. c'est donc lui qui m'a donné ma première opportunité de devenir coach. Et son meilleur ami était Rich Piana, le défunt Rich Piana, donc pareil, qui est pas mal connu dans le bodybuilding pour diverses raisons. Donc Pour on va être dire... un des premiers mecs à parler vraiment ouvertement de produits Ah oui, dopants, non, clairement. etc., Puis quoi. et même être un des premiers mecs à vlogger de la musculation. Tu vois, c'est Ouais, c'est vrai. c'est un gros pionnier dans ce C'est vrai. qu'on a fait. Donc du coup, voilà, donc j'ai côtoyé ces gens-là. Puis arrivé en France, je m'entraînais à Giga Gym 13, on en parlait tout à l'heure, qui était beaucoup une salle bodybuilding aussi. Mais c'est vrai que j'avais jamais... Pour moi, c'était un truc que je regardais un peu comme un outsider. Genre, c'est un milieu que je respecte, je le regarde, mais j'en fais pas partie. Et là, en fait, j'ai commencé à me lier d'amitié Donc, avec... Excuse-moi de te couper, mais Ouais. du coup, tu te considérais comment à cette époque? Genre Un- juste quelqu'un qui s'entraînait pour le kiff Ouais, un pratiquant de musculation. Et comment tu voyais le bodybuilding de ce côté-là? Pour toi, tu différenciais la pratique du
bodybuilding entre guillemets, tu vois, construire ton physique et le bodybuilding compétitif, c'est pour toi c'était deux mondes vraiment différents. Pour moi, le paramètre à prendre en compte, c'est est-ce que tu montes sur scène ou pas. Ok. Et moi, j'étais pas monté sur scène. Donc il y a cette différenciation entre moi et ces mecs-là. Et même si pour moi, la musculation, c'était vraiment plus un truc que je faisais parce que je l'aimais et parce que c'était mon travail. Mais entre guillemets, j'avais jamais eu ce truc de me dire je vais monter sur scène. Puis de là, en fait, je me suis lié d'amitié avec quelqu'un qui justement était préparateur, qui lui justement avait emmené des mecs carte pro, etc. Et de fil en aiguille, un jour, on était en soirée, et carrément il m'a dit pourquoi je te préparais pas pour une compète. Et j'ai dit ok, tu sais quoi, bah pourquoi pas. Je vais en faire qu'une seule, mais je vais tout donner pour la faire. Ça, c'était septembre 2019. Ok. Et donc de septembre 2019 à mars 2020, donc en tout une période qui a duré 6-7 mois, j'ai fait la plus grosse prise de masse de toute ma vie. J'aurais jamais cru faire une prise de masse aussi intense. Genre, je suis passé de 90 à 120 kilos en 3 mois, en 6-7 mois. Et bon, mon but, c'était de faire de la compétition classique, donc il me préparait, etc. On avait choisi la date, on avait vraiment... et j'ai tout mis en stand-by. Je refusais des coachings, je m'étais limité à 3 par jour, alors qu'avant ça, ça m'était arrivé de monter à 10. Là, je me suis dit non, 3 coachings par jour, il faut que je fasse mes siestes, il faut que je fasse tous mes repas, faut que je fasse... J'avais vraiment tout arrêté, je me concentrais que là-dessus. Et c'était vraiment une aventure où voilà, je me disais, ouais, je vais monter sur scène. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2020, il y a eu la pandémie. Donc, ça m'a un peu freiné sec comme ça. Tu vois, tu peux pas te dire, je suis en prépa, je fais des élastiques, des trucs. Et du coup, ça m'a un peu, si tu veux, T'étais à combien de temps de la compétition? La compétition, je devais la faire en septembre ou octobre, un des deux. Okay. C'était Donc, t'étais à la fin de ta prise de masse et potentiellement ouais, au début ouais, de ta... on avait prévu de commencer à cutter vers mai. Ok. Donc après, ça nous aurait fait... Donc, j'ai envie de dire, ça t'arrête quand même, mais pas au pire moment d'une certaine manière. Parce qu'il y a eu des athlètes. Moi, j'avais d'ailleurs une compétitrice qui était à 2 semaines des compétitions après avoir fait tout le cut et tout. Ça m'est arrivé aussi l'année d'après. Ok, d'accord, on y arrive. Je préparais... ouais, voilà, bon alors du coup, j'ai arrêté ma prise de masse. Ouais. Après, il y a eu le confinement, etc. Bon, j'avais une salle. J'ai réussi à trouver une salle qui était à Mantes-la-Jolie. Donc en gros, je faisais 2 heures aller, 2 heures retour. Ouais. Quand je pouvais y aller, mais en gros, tu vois, c'était plus le même drive. Puis mon préparateur, lui, s'était barré à Dubaï. Enfin, en gros, c'était un truc, donc j'ai lâché la prépa. Puis en septembre 2020 également, j'ai un de mes meilleurs amis, donc Florent d'Horizon, qui est Eden préparateur. C'est celui qui a la marque Iron Shark. Ouais. Et du coup, en fait, bah, pareil. Ouais, viens, je te prépare. Rebelote. Je fais la même chose. Prise de masse. Et là encore, j'étais encore plus content parce que j'avais même atteint un meilleur physique que l'année précédente. Je me disais, oh là là, quand je vais aller sur scène, etc. Et en fait, ouais, 3 semaines, mais j'en ai parlé sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo le jour où je l'ai appris. 3 semaines avant la compète, annulé. Et ils ne le disent même pas que c'est annulé. Tu sais ce qu'ils font? C'est la fédération, donc NPC, ils mettent à jour leur calendrier. Et comme ils le font. Sauf que là, la date, elle n'était pas. Et moi, je me suis dit, oh bon, tu sais, c'est pas grave. Ils ont dû oublier. Enfin, j'ai même pas fait gaffe, en fait. Ouais. Et en fait, c'est un autre gars on se préparait ensemble. Et il m'envoie un message, c'est un pavé comme ça. Il me dit, franchement, en gros, je suis vraiment désolé pour toi. Je voyais que tu mettais tout ton cœur sur cette... C'est un message limite, tu vois, il me réconforte. Ouais. Et moi, perdu quelqu'un. Et moi, je comprends pas. Il y a quelqu'un je me suis cassé une jambe, on me l'a pas dit. Enfin. Ouais. Et je lui dis, ouais, mais de quoi tu me parles? Il me dit, mais t'as pas vu le planning? Je fais, si, j'ai vu. Mais il me dit, ouais, il n'y a pas San Marino. Je fais, non, mais ils sont trompés. Je vais carrément envoyer un message à IFBB, tu vois. Et ils me disent, oui, pour des raisons, nanana. Je fais, ok, c'est bon, j'arrête les compètes, à vie. Et depuis, j'ai plus jamais voulu en faire. Et tu me disais un truc tout à l'heure, que d'un côté, ça t'avait peut-être un peu sauvé de toi-même d'une certaine manière. Ça m'a sauvé la vie, la première surtout. Le fait que la première compétition est arrêtée, bah parce qu'il faut savoir que passer de 90 à 120 kilos en si peu de temps, ça ne vient pas sans conséquence. Ouais. Donc ça veut dire que forcément, je pense que tu peux t'imaginer que les choix que j'ai dû faire pour arriver à ce stade étaient très extrêmes. Et je peux dire avec une grande certitude que c'est la période de ma vie où je me suis senti le plus mal, à tous les niveaux. J'arrivais plus à respirer, j'étais fatigué du matin au soir, j'avais l'impression de me gaver comme une oie. Ça veut dire que je faisais mes 5 repas et arrivé le soir, j'envoyais encore un fast-food pour pouvoir arriver aux calories. Okay. Tous les jours. Et non, c'était vraiment mes chevilles, mon bas du dos, il me réveillait dans la nuit. Enfin non, c'était n'importe quoi. Okay. Et c'est pour ça que... Et les entraînements? Bah, ils étaient intenses. Mais c'était cool ou non, ou même pas? Ah, je me mettais la race. Je m'entraînais une fois le matin, une fois le soir. Et non, vraiment, mes entraînements, j'y allais fort. Et les douleurs, etc., de plus en plus?
Ou pendant que tu t'entraînais, ça allait, c'était plus en dehors Ouais, de la salle? c'était après l'entraînement. Ok. Pendant l'entraînement, c'était même limite le seul moment de la journée où vraiment je me sentais beaucoup mieux. Parce que tu vois, le sang est circulé, etc. Tu prenais beaucoup de stimulants après workout et tout Non, ça allait. Non, j'ai jamais trop. Je prenais de l'éphédrine. Ok. Je suis passé encore au stade. Putain, t'as de la chance hein, parce que l'éphédrine, c'est intéressant parce que l'éphédrine, c'est à mon avis un des compléments alimentaires qui est sans doute le plus intéressant Hmm. et qui est extrêmement difficile à trouver parce que je sais pas si tu sais, mais c'est utilisé comme précurseur pour la fabrication de méthamphétamine. Ouais. Et du coup, c'est interdit dans la plupart des pays du monde. Mais non, c'est un Pas, truc. pas au Canada, donc j'ai pas mal de potes au Canada, tu vois, en Ok. magasin, tu peux acheter de l'éphédrine. Ok. Et c'est un produit qui est pas mal parce que ça aide un petit peu en termes de perte de poids, mais il n'y a pas ces effets d'accoutumance et de dépendance comme la caféine ou les autres produits qui seront, tu vois, genre comme du Clen ou des trucs comme ça. Mais ok, ouais. Mais ça, c'est pas mal parce que l'éphédrine, en plus, pré-training, ça te permet d'avoir une expansion Ah thoracique oui, non, pas vraiment, mal et tout. c'était vraiment le seul truc où je prenais ça et j'étais bien. Mais bon. Ok. Je prenais pas le soir parce que dans le truc que j'avais, il y avait aussi de la caféine et Problématique, le- clairement. déjà que moi et le sommeil, on n'a jamais été des grands amis. Alors si en plus je commence à prendre des trucs comme ça, c'est Et là, fini. tu commençais à avoir apnée de sommeil et tout, ça te faisait pas un peu peur Bah, je parce que pouvais, 120 kg, je pouvais plus dormir sur le dos. parce que tu mesures combien? Tu fais 1m80? Ouais. Ouais, Même pas 79. ok. Bah, je pouvais pas dormir sur le dos parce que j'étais réveillé par mes propres ronflements. T'avais ta langue qui était déjà dans ta gorge. Et donc moi je dors sur le côté. Ok. Et en fait, quand je voulais dormir, et pareil, je pouvais pas dormir sur le ventre parce que c'était compressé. T'as niqué une de mes questions de tout à l'heure parce que je voulais te demander ta position, comment tu dormais. Je ferais comme si on n'a rien dit. Je m'arrête de moi, t'inquiète, ça passe. Je Vas-y. vais faire, oh là, on m'a pas posé cette question. T'inquiète, je suis un bon acteur. Donc j'étais obligé de dormir sur le côté. Sauf que, écoute, comme mon épaule, elle était là, il me Ouais. fallait 3 coussins pour Ouais, dormir. ouais. Enfin, tu vois, c'était un bordel du matin au soir, en fait, le truc. Ok. Et c'est pour ça que vraiment, et puis forcément, la chimie que j'ai dû envoyer, un fast-food par jour, enfin, il y a vraiment à tous les niveaux, Ouais, il y a rien qui allait. c'est pas le truc le plus santé, c'est pas le bodybuilding Non, santé, ouais. non, non. C'est pour ça que de toute façon, tu vois, j'étais parti du principe que ça sera la seule, donc autant que je fasse tout. Ouais, Bon, après, elle a été annulée, donc j'ai renouvelé cette promesse l'année d'après, tu vois. Ouais. Mais après, tu vois, l'année d'après, c'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé. Beaucoup de gens voulaient me voir sur scène. Parce qu'en plus, tu vois, ils voyaient que je commençais à avoir un bon niveau, etc. Ils disaient, ouais, toi, tu vas Ouais. faire mal sur scène. J'ai dit, écoutez, honnêtement, je ne suis pas prêt à me refaire traverser ça, en fait. Ça veut dire que peut-être que je pense que je ferai une compète un jour. Mais honnêtement, si je fais une compète, déjà, ça sera sans rien. Et ça sera un truc plus pour la symbolique. Ok. Genre, je me dis, quand j'aurai Parce que 35 t'as ans. envie de vivre l'expérience, quoi. Ouais, voilà, je me dis, j'ai envie de me voir sur scène, tu vois, mais ce sera même pas du NPC, je ferai une plus petite fédération. Et je pense que pour fêter mes 35 ans quand je les aurai, ou mes 40 ans, ou tu vois, un âge où je me dis, vas-y, je vais monter sur scène, mais ce sera nati, je vais choquer personne. Ce sera plus pour le kiff de me dire, j'ai fait une scène. T'as quel âge là actuellement? 33. 33, ok. Donc je pense que ça, je ferai peut-être, tu vois, mes 35 ou quoi. Mais ouais, je ferai genre Waba ou un truc comme ça, et ce sera pas. Je le vloguerai, ça sera cool, mes abonnés vont kiffer, mais je ferai pas du NPC. Là, clairement, je voulais une pro-card. Là, maintenant, je serai pas dans cette optique. Ok. Et pour revenir un petit peu en avant sur le fait de. Quand t'as grandi, ta jeunesse, etc., t'étais plutôt fin, t'étais plutôt déjà musclé et tout ou, Bah, vu que je faisais de la danse, t'étais tout le déjà. monde T'avais une en bonne fait, base quand même, non? c'est même une autre chose, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est une autre chose qui fait que j'ai voulu faire de la musculation. T'as une mouche, elle me lâche. Hop, elle est amoureuse de moi. C'est un autre truc qui fait que j'ai voulu faire de la musculation, c'est que si tu veux, quand tu fais de la danse, tu es tout le temps sur les bras. Ouais. Et tu es tout le temps, tu vois, tu as beaucoup de mouvements où tu pousses le sol. Donc en gros, ton triceps, il bosse comme pas possible. Ouais. Et en fait, en t-shirt, tout le monde pensait que je faisais de la musculation. Parce que j'avais des grosses épaules. Ouais. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, c'est mes points forts. Sauf que quand je me mettais torse nu, j'avais du ventre, pas de pec, on aurait dit Homer Simpson. Donc ça faisait un corps méga bizarre, tu vois, quand je me Ok. mettais torse nu. Donc aussi, c'est un Faut que autre. tu me balances des photos. Vas-y, je te sortirai. Je verrai si j'en trouve, on les met à l'écran. Et en gros, bah, mais c'était plus ça le type de corps que j'avais. Ok. J'avais l'air carré, Ok. mais en fait, c'était que du bluff. Bah, oui et non, parce Enfin, que oui, les busques, ils moi étaient j'ai vraiment- fait, j'ai aussi, je sais pas si on pourrait dire ça, mais j'ai grandi d'une certaine manière. Je pense notre génération dans une culture un peu hip-hop, parce que c'était l'arrivée du hip-hop en France quand on était, tu vois, toi t'es né en 90, c'est ça? 9. 89. Moi en 87, c'était un peu, tu vois, genre on a grandi avec la danse, le graffiti, le rap et tout, et un peu une fausse culture hip-hop française. Et
j'ai fait un petit peu de danse, mais la danse, c'est quand même vachement exigeant. Hein. Oui, ah non, mais clairement, la danse, donc d'un côté, même si tu dis que c'était un peu que du bluff, je pense que tu avais quand même une base musculaire qui était pas celle que tu as maintenant, parce que tu t'entraînais pas spécifique, voilà, mais tu mes devais bras, être. ils étaient déjà là, mes épaules, elles étaient déjà là, ouais. Mais en tout cas, ouais, c'était comme ça. Et avant, sinon, de nature, ouais, j'étais toujours pas trop séché. J'ai jamais eu un corps qui veut trop sécher, en fait. En fait, pour moi, prendre de la masse, ça a vraiment jamais été un souci du tout. Genre, même avant que j'ai pris quoi que ce soit, on m'accusait déjà de prendre. J'étais monté à 96 naturel. Ok. Donc, et avec des abdos. Mon corps, mais par contre, séché, faut y aller fort pour que je sèche. Hein. Ma diète, elle est draconienne, tu vois, je suis obligé. Donc, j'avais toujours eu un corps un peu bien portant. Tu dois être sans doute quelqu'un qui s'adapte pas mal, mais qui a quand même un bon appétit. Donc, du coup, ça. Pas tant qu'on pourrait le croire. Ah ouais? Non, je suis pas un très très gros bout. En fait, je suis capable de manger énormément, mais pas beaucoup de fois. Par exemple, moi, si demain il n'y avait pas la muscu, si demain il n'y avait pas tout ça, mon rythme de vie de base que j'ai pendant toute ma vie avant de faire de la muscu, je mangeais une fois. Une fois un repas par de jour? Psychopathe, ouais. Ah ouais. Pendant toutes mes années à la fac, je mangeais. Pardon, le matin, j'avais pas d'appétit. À midi, j'étais tout le temps en train de courir faire des trucs. Je mangeais qu'une fois vers 17-18 heures. C'était un repas de psychopathe et c'était mon seul repas de la journée. Et du coup, à la fac, tu avais étudié quoi? J'avais les langues étrangères appliquées. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, quand tu es parti aux États-Unis, tu parlais déjà un peu anglais et tout? Mais j'ai toujours parlé anglais parce que déjà, comme tu as dit, on vient de la culture hip-hop. Donc déjà, rap US, c'est vraiment un truc où j'ai grandi avec. Genre, je suis même rentré dans le hip-hop par le biais du rap US. La première fois que j'ai kiffé le hip-hop, c'est parce que j'ai vu un mec breaker sur un son de hip-hop que j'aimais bien, tu vois. Donc de là, c'est voilà, et je jouais aux jeux vidéo, je les kiffais en anglais, etc. Donc j'ai toujours eu une très très grosse affinité avec l'anglais. Donc je suis arrivé là-bas avec déjà un niveau. À l'école, c'était très rare que je n'ai pas 20 sur 20. Même des fois, ils mettaient des questions bonus pour avoir 2 points en plus. J'avais 22 sur 20. Ah ouais, t'étais ce genre de personnage-là, toi? Ouais, non, j'étais nul dans d'autres trucs, t'inquiète. Mais l'anglais et moi, ça a toujours été. J'ai toujours eu beaucoup d'affinité avec cette langue. Et après, arrivé aux US, je parlais déjà bien. Ce qui s'est passé aux US, c'est qu'après, j'en suis arrivé à un stade où je pouvais te faire croire à un Américain que j'étais américain. Ok, top. Genre, donc ça, pour l'intégration, en plus, ça a dû vachement t'aider d'une certaine manière. Oui, parce non, honnêtement, même au début, quand tu t'entends encore des restes de l'accent français, ils adorent là-bas les Français. Ah, mais les meufs, surtout, t'as dû... Il veut pas le dire, en fait, mais il est arrivé là-bas. Non, je veux le dire, on va en parler. Tu lances le sujet, on en parle. Écoutez, un Français en Amérique, si tu veux, le plus gros cheat code, c'est de dire « Hi, I'm French, how are you ?» C'est tout. C'est un cheat code. Et là, tu rajoutes « Yeah, I come from Paris. » Ouais, là, c'est rideau. Là. Alors, autre astuce, quand ils vous disent « Vous venez d'où ?» dites pas « I'm from France, I'm from Paris. » Exactement. Ah non, mais là, parce que parfois, ils savent pas. Non, ouais, par contre, ils sont claqués. Aux États-Unis, ils pensent que l'Europe, c'est un pays. C'est ça. You from Europe? C'est ça. Mais là, c'est pas un mythe, c'est un vrai cheat code. Ouais. Mais après, bon, j'ai la chance d'être extrêmement sociable. Donc, en général, mon premier taf, comme je disais tout à l'heure, j'avais été en tant que barman. C'est parce que je suis arrivé là-bas, si tu veux, j'avais vraiment 200 balles, c'était pas une blague. Et à la fin de ces 200 balles, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, on verra là-bas, je vais me démerder, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était mes derniers thunes, je me souviens, je les ai mis dans un cocktail. Et en fait, j'étais tellement en train de parler avec des gens, etc., qu'une de ces personnes, c'était le patron du bar en question. Et du coup, on a commencé à parler. Moi, je ne sais pas qui il était. De fil en aiguille, j'ai expliqué ma situation. Il m'a dit, tu peux commencer demain? Je lui ai dit, ouais. Tu vois, donc en général, j'ai toujours été le genre de personne où tu me mets seul quelque part et je vais parler avec les gens. Genre, j'aime bien le contact, en fait. Tu vois. Et je voulais revenir un peu, parce que j'essaye de comprendre un peu ta relation par rapport à ton image aussi. Ouais. Le fait que tu sois monté à un tel poids de corps, etc. Et que maintenant, là, tu es plus proche des 100 kilos maintenant. 90 même. 90. Là, tu vois, 90. Comment a évolué ton image dans ta jeunesse et via ces périodes de, tu vois, genre vraiment hardcore bodybuilding? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être tout maigre? Est-ce que tu as l'impression... Enfin, tu vois, comment tu vivais ça de l'intérieur, psychologiquement, etc. Alors moi, le paramètre que j'ai beaucoup plus pris en compte, c'était comment je me sentais, beaucoup plus que ce que je voyais dans le miroir. Okay. Dans le sens où, en fait, la seule chose que je garde à l'esprit, c'est que là, je me sens extraordinaire et que quand je faisais 120, je me sentais comme une merde. Okay. Tu vois. C'est vraiment le seul gros paramètre qui fait que je me sens beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque. Maintenant, d'un point de vue visuel, en général, le visuel, ton propre visuel à toi, il va souvent avoir tendance à évoluer en fonction que ton corps change. Le vrai paramètre à prendre en compte, c'est le problème pas changer alors que ton corps voilà. Il change. Mais dans tous les cas, ça va être quelque chose où ton visuel à toi s'adapte. Mais le vrai paramètre à prendre en compte, c'est les gens. Beaucoup de gens qui te disent « je me sens comme une crevette », ce qu'ils essaient vraiment de te dire, c'est « j'en ai marre que les gens me voient comme une crevette ». Ouais. C'est beaucoup plus ça. Tu vois, exemple,
Oui, à l'époque où j'étais en prépa, quand j'étais monté à 120 kg, c'est l'époque où je me suis fait connaître sur les réseaux. À cette époque-là, j'étais un Transformers. Aujourd'hui, et à cette époque-là, j'avais 20-30 messages par jour de gens qui me disaient ouais, comment je peux faire pour avoir tes épaules, comment tu manges, comment tu t'entraînes, tu fais quoi pour les. Tu vois, et là, je l'ai beaucoup moins. Donc on va dire que oui, si j'avais été le genre de personne à beaucoup s'attacher sur son image d'un point de vue de ce que les gens pensent et disent, là oui, je l'aurais mal vécu. La chance que j'ai, c'est que j'y porte très peu d'importance. Donc au final, je le vis très bien. Et honnêtement, le physique que j'ai actuellement, il me demande très peu d'efforts, ou en tout cas, il ne me demande pas de faire des choses qui ne me plaisent pas ou que je ne suis plus prêt à faire. Et en même temps, il me plaît visuellement, tu vois. Donc honnêtement, c'est... Non, je peux vraiment Et tu dire te sens mieux et tu te sens plus à tous les capable niveaux, aussi gros. physiquement. À tous les niveaux, gros. Je cours plus vite, je peux sauter plus facilement, je me lève le matin, je suis en forme. Ouais. Je mange à ma faim, j'ai pas ces trucs de j'ai mal au ventre, ou à l'inverse, comme quand j'étais en prépa, je dois m'affamer. Enfin, j'ai aucun de ces extrêmes, en fait. C'est vraiment, comme je te dis, on dit souvent qu'un bon programme, que ce soit une diète ou un programme d'entraînement, c'est quelque chose que tu pourrais devoir faire jusqu'à la fin de ta vie. Exact. Et ça, clairement, je l'ai trouvé, mais en plein dans le mille. Genre, j'ai jamais été autant en phase avec ce comme je suis et là où je devrais être d'un point de vue des choses que je fais. Ça veut Ok. dire que manger comme ça jusqu'à la fin de ma vie, vas-y, ramène, pas de problème. Ok. Tu vois, Et aujourd'hui, dans ta pratique, tu fais quoi? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? je m'entraîne 6 fois par semaine, 45 minutes par jour. Ah, c'est court. Ouais. Ok. J'ai un split, ouais, je vais avoir un. Il y a certaines. C'est in and out, quoi. Ouais, non, je viens faire le taf et je repars, tu vois. Mais après, j'ai. Tu fais 45 minutes de training, 45 minutes de content creation et Non, ça c'est autre chose que j'ai fait depuis cette année. ouais, Parce qu'on va dire que vu que maintenant, on va dire qu'avant la création de contenu c'était beaucoup plus un loisir, maintenant c'est un taf. Ouais. Je sépare les deux. Ça veut dire que je me lève tous les jours vers 6 heures. Je vais préparer un peu ma journée. Vers 6h45, 7h, je suis à la salle. Je m'entraîne. Et après, ma journée commence. ok. Et C'est ta routine matinale avant d'enquiller voilà, ça veut dire que même. l'aspect pro, quoi. Et il faut que je m'entraîne avant. C'est-à-dire, même si j'ai un rendez-vous à 7h, je vais me lever à 4h, aller à la salle à 6h. Mais il faut que je m'entraîne avant. Et après ça, on voit pour les vidéos. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que par exemple, si j'ai rendez-vous dans une salle, je sais pas, j'ai rendez-vous à tel fitness park ou tel Basic Fit, j'ai rendez-vous à 14h, je débarquais à 13h, je faisais ma séance, à 14h, on filme. Sauf qu'après, déjà, c'est des salles, souvent, c'est différent, donc tu connais pas, tu es en train de chercher les machines. Après, tu arrives, pour le peu qu'il y en ait un d'entre eux, des vidéos qui va arriver en avance, maintenant il est à côté de toi, il te parle. Et au final, je faisais pas de bonne séance. Et vu que j'en suis à un stade maintenant où je shoot 3 à 4 fois par semaine, ça me faisait 3 à 4 séances par semaine qui étaient mauvaises. Donc maintenant, non, je vais à la salle, j'ai mon casque, je m'entraîne. Et après, si vous voulez, on fait des vidéos. C'est marrant parce que c'est un format où il y a quelques années, c'est forcément quelque chose que je mettais en place pour mes clients qui étaient super busy ou tu vois, genre les mecs qui travaillent à la défense, dans la finance et tout. Je sais que le planning qu'ils maîtrisaient, c'était toujours entre le réveil et le début du taf. Et le problème, c'est que après le soir, en fonction de si la journée elle a décalé, s'il y a des trucs de dernière minute, Il y a trop etc. d'imprévus. Il y a trop d'imprévus qui Ouais. font que tu vas pas réussir à caler ta Voilà. séance ou que tu vas la caler avec une qualité dégueulasse et c'est Non, difficile. puis même aussi, Parce que c'est pas idéal de s'entraîner le oui, matin puis d'une certaine manière. Un truc que j'ai appris aussi, c'est que l'aspect mental dans ta séance, il est trop important en fait, là où tu te trouves mentalement. Ça veut dire Ouais. qu'en fait, Si arriver t'es le pas trop matin, dissipé et tout. t'as pas encore eu le temps de laisser au monde le temps de ça. prendre de la place dans ta tête. Si je me lève, un truc que je faisais avant, c'est que je me levais, je regardais mes emails et je regardais mes commentaires. Catastrophe. Je fais plus ça. Catastrophe. Parce que suffit que j'ai avoir un email. Du coup, tu as regardé ma vidéo YouTube d'il y a 2 ans là et tu as fait ah ouais, Nevin il a raison, je vais pas regarder mon portable. Tu vois, j'aurais dû l'avoir au moment où j'aurais gagné du temps. Tu vois. Mais c'est quelque chose que j'ai commencé à faire et honnêtement, pareil, c'est ni je regarde ni mon téléphone, je regarde absolument rien. C'est je me lève et je vais m'entraîner. Yes. Parce qu'après le soir, tu as eu peut-être la contrariété de tu t'embrouilles avec ton patron ou ta meuf elle t'a envoyé un message ou je sais pas Et quoi. tu penses pendant ta Et séance. tu es là et maintenant, c'est tu mort. t'entraînes et tu rumines et t'es pas dans le truc. Et honnêtement, plus tu arrives à faire tes séances en étant dans la séance et rien d'autre que la séance, c'est pour ça maintenant depuis pas longtemps aussi, plus de téléphone, plus de je sais pas quoi, rien. Tout ça, ça peut attendre en fait. Ça, c'est mon moment. Absolument. Et moi je l'ai découvert en écoutant un mec qui s'appelle Jay Shetty. Je sais pas si tu connais, je te l'enverrai. Il a écrit un livre qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Mais en fait, il disait, son analogie, c'était allumer son téléphone et regarder ses messages, ses mails, etc. C'est comme si tu ouvres la porte de ta chambre et il y a 100 personnes qui rentrent dans ta chambre et qui commencent à te poser des questions. Et tu sais, quand tu dis ça à quelqu'un, tu te dis c'est pas possible quoi, je supporterais pas avoir ça. Mais pourtant, c'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imposent dès le matin Au en final, fait. c'est ça, tu laisses le monde rentrer dans ta tête. C'est ça, ouais. Le monde rentrera dans ta tête, mais laisse-le rentrer plus tard et d'abord prends ce temps pour toi. C'est ça, et décide quand est-ce que tu es prêt pour gérer ça parce que
ton énergie mentale, elle est limitée d'une certaine manière. Et comme tu dis, ça va potentiellement impacter négativement trop de tes autres actions où tu as besoin d'être seul avec toi-même, être créatif. Toi qui écris beaucoup, tu vois, genre pour tes vidéos, pour ton contenu, tu sais que de la même manière, si tu as plein de trucs qui sont dans ta tête déjà de ce que tu as vu avant, c'est super difficile de se concentrer en fait. C'est mort. Même les jours où j'écris, parce qu'en général, je me fais un rythme où c'est pour ça que je sors environ une vidéo tous les 3 jours, parce qu'un jour j'écris, un jour je tourne, un jour je monte. Et en fait, les jours où j'écris, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer de la salle et j'écris direct. Donc en fait, j'ai le temps de me lever, m'entraîner, écrire, et maintenant, ok, on peut regarder les mails, les je sais pas quoi. Mais c'est pareil, si tu me dis écrire une vidéo le soir, j'en suis incapable. Ce qui est marrant, c'est qu'on a un petit peu des processus qui sont un peu similaires, même si on s'organise différemment. Par exemple, moi, le premier truc que je fais, c'est je m'entraîne pas, c'est j'écris. Ouais. Tu vois, je fais ça, le premier bloc. Ensuite, je fais le travail que j'ai à faire en termes de recherche, d'écriture un petit peu différente. Je les cale par bloc. Et après, je vais m'entraîner. Ouais. Et après, je fais tout ce qui est communication avec l'équipe, avec tu vois, mes coachés, etc. Mais tu vois, c'est de la même manière, je m'impose. Et par exemple, sur tout mon bloc d'écriture, là, clairement, je touche pas à mon téléphone parce que sinon, je le vois. Ça te sort du truc. Et les jours, parce que toi aussi, ça t'arrive, on est d'accord. T'es pas parfait. Il y a un jour, tu as pris ton téléphone parce que il y avait un truc que tu devais regarder. Tu es allé sur les réseaux ou tu es allé sur tes messages et tu vois que ta productivité sur ta journée, elle est complètement différente. Non, mais après, même ça te sort de ton truc. Parce qu'en fait, tu peux arriver et vouloir regarder un truc en particulier, mais tu vas être happé par le reste. T'es marié, ça peut arriver que je vais aller sur le téléphone, même pour un truc légitime, genre je veux vraiment envoyer un message qui est important. Et tu te retrouves 10 minutes après perdu dans un... Ça m'est arrivé, tu vois, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé il y a 2-3 semaines où je suis parti. En plus, là, c'était même pas de ma faute parce qu'en fait, j'étais en train de bosser sur un truc et je vois qu'il y a un problème avec mon site. Donc, je prends mon téléphone pour écrire à ma webmaster. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je vois un message Instagram de quelqu'un qui m'envoie une vidéo, me dit regarde, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur toi. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, la vidéo, elle était gentille même, tu vois, c'était un compliment. Mais de là, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais regarder la vidéo et boum. Après, c'est ça le problème. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires. On est des humains, je veux voir ce que les gens disent. Bah oui, forcément. Ça m'a pris 2 heures. Ouais. 40 minutes de vidéo, 1 heure de, tu vois. Alors que j'étais lancé dans mon truc. C'est pour ça que non, là, depuis pas mal de temps, depuis peu de temps, ce que je me suis fait, c'est que quand je bosse, mon téléphone, il est même des fois pas dans la pièce. Ok. Tu vois, c'est vraiment... En fait, j'ai vraiment être sûr, mais parce que tu as conscience du fait que Non, on est faible d'une certaine manière par rapport à l'influence du truc qu'il y a sur nous, quoi. Qu'on en est à un stade, et je suis loin d'être le seul dans ce cas, que avoir un téléphone là posé sur la table et ne pas le toucher, c'est trop en demander pour la 95% des gens. Mais en fait, c'est ce que les gens ils se rendent pas compte, c'est pareil. Si tu as une certaine application sur ton HomeFit sur ton téléphone et que tu la vois, oui, tu as envie de cliquer dessus, tu sais. Mais bien sûr. D'autant plus qu'après, tu vois, en plus, nous, on est créateurs de contenu. Ça veut dire que moi-même, j'ai la chance d'être très détaché émotionnellement des réseaux. Pour moi, c'est beaucoup plus un taf et un outil de partage. Maintenant, on reste des êtres humains, ça fait plaisir de voir des commentaires. Donc forcément, si j'ai mis un post il y a 2 heures et que le téléphone, je vais voir il y a combien de likes. Ouais. On est des humains, tu vois, c'est logique. Bien sûr. C'est difficile de se détacher complètement, voilà, en fait. Tu auras toujours ce petit truc où tu es quand même content quand quelqu'un il va te dire que c'est bien ce que tu as fait, quand tu vois qu'il y a des gens qui ont partagé. Tu peux pas t'empêcher d'être... Donc, ça, c'est un sujet intéressant. Comment est, par exemple, Est-ce que tu sens que tu te valides d'une certaine manière par rapport à la réussite d'une vidéo ou par rapport à la réussite d'un post, etc. Comment tu vis le truc ? Est-ce que quand tu postes un truc, tu fais un bid par rapport à d'autres choses alors que tu pensais que ça allait être cool ? Est-ce que ça te frustre ? Déjà, par rapport à ça, j'ai appris quelque chose au fil... Parce que maintenant, ça commence mine de rien à faire 4 ans que je produis du contenu de façon assez assidue. C'est que j'ai appris à ne plus décider à la place de mon audience ce qui est un bon ou un mauvais contenu. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. En gros, avant, je vais poster une vidéo et je vais me dire, celle-là, je pense, celle-là va tout tuer. Alors, celle-là, le flop. Et je t'ai dit tout à l'heure, la plus grosse vidéo que j'ai faite de ma vie, c'était une vidéo que j'ai failli ne pas poster. C'était un potentiel flop d'après toi, quoi. J'allais pas la poster. Je l'ai postée et au final, elle a fait le plus gros nombre de vues que j'ai fait de ma vie. Donc, au final, maintenant, je ne vais pas me juger par rapport à ça, je pense que c'est une bonne vidéo, ça, je pense que c'est une mauvaise vidéo. Je peux avoir une idée, mais c'est vraiment pas fiable. Et souvent, je me trompe, tu vois. La seule chose que je fais en sorte de faire, c'est de prendre le feedback. Pourquoi cette vidéo n'a pas marché et comment je peux faire du contenu qui va parler à mon audience. Parce qu'au final, une vidéo qui flop, c'est simplement ton audience qui est en train de t'envoyer un message. Ils sont en train de te dire, ça nous plaît pas. Ouais. Il y a une raison qui fait que ça nous plaît pas. Quel sujet tu as abordé. Mais est-ce que ça te frustre pas que certains trucs
ne leur plaisent pas alors que toi, il te plaît, tu vois. Non, Parce que je sais pas toi comment tu vois les choses, mais moi, je produis jamais des trucs qui me plaisent pas d'une certaine manière, tu vois. non, mais tu peux pas de toute façon. Ce qu'on fait, il y a une grosse idée reçue comme quoi YouTuber c'est facile. Tu sais que c'est beaucoup de travail. C'est Et grave pour pas faire ce facile. travail, tu dois aimer ce que tu fais. Ouais. Donc forcément, en partant du principe, tout ce que je fais, je vais l'aimer. Je ferai jamais une vidéo où je me dis ouais ça me saoule mais je dois en parler. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'est même arrivé d'écrire des vidéos et à mi-chemin, je me rends compte que ça ne m'inspire pas tant que ça et j'abandonne. Ça m'est arrivé de tourner des vidéos et j'aime pas et je la poste pas. Donc non, ça par contre, j'aime tout ce que je fais. Après, comme je t'ai dit, l'aspect émotionnel chez moi, il est vraiment pas prépondérant en ce qui concerne la création de contenu. Pour moi, je me dis juste, mon but, c'est de venir apporter du contenu qui apporte de la valeur aux gens qui regardent. C'est pas pour m'insulter qu'ils n'ont pas aimé la vidéo. C'est juste que ce contenu-là ne leur a pas apporté la valeur qu'ils sont venus chercher en s'abonnant à mon compte. Je vais le prendre en compte et améliorer mon contenu au futur. Tu vois. Pour moi, c'est juste vraiment un outil d'amélioration. Mais il n'y a vraiment pas d'émotionnel dans mon processus créatif. Ça veut dire que même des gens qui vont m'envoyer des trucs du genre, on en a tous, tu vois, mais ouais, ta vidéo c'est de la merde, elle est claquée au sol, je ne vais pas le prendre émotionnellement. Je vais le prendre d'un œil très logique. Est-ce que cette personne a raison? Est-ce qu'il y a une base de vérité? Peut-être que ma vidéo est nulle, tu vois. Et je vais vraiment juste lire et me remettre en question. Ou à l'inverse, quelqu'un qui me dit, j'ai pas aimé cette vidéo-là parce que. Pour moi, c'est que du feedback en fait. Mais il n'y a pas d'émotionnel. Je me suis jamais senti mal parce qu'une vidéo de moi a floppé, même les vidéos où je pensais qu'elles allaient tout foutre en l'air. Et on peut même en parler parce que ça m'est arrivé la semaine dernière. Une vidéo où j'ai passé littéralement 2 jours de recherche non-stop. Ouais. Et Vas-y, continue. Non, continue, vas-y. Ok. Je te disais, une vidéo où j'ai passé 2 jours de recherche non-stop et je me suis vraiment saigné à l'écriture et tout. C'était une vidéo sur en fait une nouvelle génération de braqueurs qui utilisent les réseaux sociaux pour. Tu sais que c'est ouf parce que je t'ai vu poster cette vidéo et c'est pas du tout un sujet que je voulais aborder, mais j'avais vu un truc par rapport à ça, genre quelques temps avant, et je me disais putain, c'est ouf et tout. C'était pas Vice qui avait fait ça? C'est moi la vidéo que j'ai faite, c'est basée sur le documentaire de Vice. Ok, mais c'est marrant parce qu'on doit avoir les mêmes recommandations dans notre YouTube. C'est possible. Ouais. Et cette vidéo-là, en gros, moi, quand je suis tombé sur le documentaire, parce que j'aime beaucoup Vice, le sujet il m'a rendu ouf. J'ai dit, il faut trop que j'en parle. Ouais. Et ça me faisait kiffer d'en parler. Elle a été super mal reçue. Ouais. Et ça m'a fait de la peine dans un sens. Ouais, je crois que tu avais posté et genre il y avait des gens qui disaient ouais, Ouais, pourquoi carrément, tu postes de des ça, gens qui me disaient, ouais, mais vas-y, en gros, non, mais retourne dans ta muscu. On t'a suivi pour la muscu, parle de muscu. Tu vois, ok. et ça m'a fait dans un sens un peu de peine parce que c'était un truc où de bon cœur, j'avais envie. Je me disais, ouais, j'ai trop envie de le partager avec mes abonnés. Ouais. Genre, c'est un kiff, tu vois. Elle a été super mal reçue. Et certes, ça m'a un peu fait de la peine parce que justement, moi, c'était un truc que j'avais vraiment envie de montrer. Ouais. Mais dans un sens, ça m'a pas vraiment, tu vois, perturbé dans le sens où j'étais pas dégoûté. Je me suis juste dit, Mais est-ce que ça va changer absolument, bien sûr. Ouais. Forcément. J'ai analysé ma vidéo en me disant quoi dans cette vidéo parce que après, ça m'a par exemple fait prendre en conscience que, parce que je suis un mec qui sort beaucoup de son domaine, je parle pas que de muscu, je parle Bah non. très peu de muscu. Mais il y a toujours plein de un, trucs, il y a psychologie toujours sociale un et tout, rapport. ouais. Donc en fait, ce que j'ai compris, en tout cas par le biais de cette vidéo, Faut qu'il y ait un c'est que rapport. quand même il y a un rattachement avec la remise en forme. Et j'apprends, je grandis en même temps que ma chaîne Ok. grandit et je développe en fait, si tu veux, ce sens d'écouter mon audience. Donc je l'ai pas mal pris. Mon audience m'a envoyé un message, j'ai reçu le message. Mais tu sais, il y a des entrepreneurs qui ont peur aussi du coup d'être bloqués dans un espèce de secteur d'une certaine manière et que la vision des gens soit, tu vois, pas ouverte au fait de parler d'autres sujets qui les intéressent. Tu vois, moi par exemple, aujourd'hui, je me disais, est-ce que je ferais pas aussi un petit peu de vidéos sur l'entrepreneuriat, parce que ça fait partie aussi intégrante de notre quotidien. Parce que toi, aujourd'hui, tu es effectivement connu pour ton expertise sur le côté fitness, sur l'humour, sur tout ce qui est en relation avec ça, comme tu l'as dit, avec des sujets qui sont variés quand même. Mais dans ta vie quotidienne aussi, l'entrepreneuriat, tu vois, l'organisation par rapport à comment créer du contenu, etc., c'est une partie intégrante de ta vie. Et c'est peut-être des choses, à un moment donné dans ta carrière d'entrepreneur, d'influenceur, entre guillemets, pas de manière péjorative, mais tu auras peut-être envie d'en parler, tu vois. C'est possible. Après, le but, c'est d'essayer de faire. Après, il faut toujours trouver la balance entre ce qui marche pour toi et ce que tu aimes. Ça Ouais. veut dire qu'il peut y avoir des moments où tu vas faire des vidéos qui vont peut-être pas faire tant de vues que ça, mais que tu aimes sincèrement les faire. Tu vois, par exemple, là, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo avec mon ami Jamkor, tu vois, et
Ouais. On me parlait depuis longtemps de ouais, la muscu, moi j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, est-ce que c'est trop tard? Et en fait, ça faisait longtemps que je me disais, si je fais cette vidéo, c'est avec Jamcore. Je l'avais dit Il a quel depuis. âge Il a 56. Ok. Et moi, je m'étais dit depuis longtemps, si je le fais, c'est avec lui. Et il faut savoir que pour ma chaîne, les vidéos muscu en salle flop. C'est les pires vidéos que je puisse faire. Ah ouais? Si je veux bider, je fais une vidéo muscu en salle. Elles font pas de vues. Ce qui est ouf parce que moi j'en ai fait et au contraire ça marche vraiment bien. Dans mon cas, ça flop. Et pourtant, c'est une vidéo qui me tenait tellement à cœur de faire que je l'ai faite, sachant qu'en plus, tu vois, bon, tu sais, moi, les vidéos, je les fais dans mon studio. Donc, Ouais. je suis à l'aise, je gère mon son, ma lumière, c'est facile. Ouais. Là, à la salle, il y a les gens, ils s'entraînent. C'est une galère, j'aime pas filmer en salle. Mais je l'ai faite parce que ça me faisait vraiment kiffer de faire cette vidéo. Il faut avoir ça sale. Bah oui, bah après, si quelqu'un m'invite. Non, bah, après, j'ai des salles, mais bon, pour les privatiser, il faut y aller à 2h du mat, c'est bon. Ouais. À 2h, je dors. Et donc, tout ça pour dire, tu vois, ça me faisait kiffer de la faire. Et en la faisant, je savais, mais le tournage, il s'est super bien passé, j'ai kiffé. En montant, je me tapais des barres, je me rappelais de ce qu'on avait fait. Et je savais qu'elle a pas fait tant elle a fait plus de vues que je pensais, mais elle n'a pas non plus, comparé à mes vidéos habituelles, elle a floppé. Mais donc je pense qu'il y a quand même un aspect de il faut trouver la balance entre faire ce que tu aimes et faire ce qui te rapporte. Et je pense que c'est applicable à tous les domaines, mais principalement dans la création de contenu. Parce que la différence, c'est que par exemple, si toi, tu es en train de broyer du noir, en train de faire tes programmes, bosser sur ton entreprise, ça, personne ne le voit. Quand tu crées du contenu, c'est ta gueule qui est devant la caméra, on voit comment tu te sens. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui en a marre de ce qu'il fait, ça va se voir. Ouais, c'est clair. Donc ne pas aimer ce que tu fais en tant que créateur de contenu, c'est un peu le début de la fin au final. J'aimerais parler un petit peu de tes influences. Déjà, d'abord dans le fitness, tu avais cette capacité à comprendre l'anglais et tout, donc j'imagine que tu as quand même lu pas mal et regardé pas mal de trucs anglais. Tu pourrais nous dire un petit peu quelles sont tes influences et aussi peut-être aujourd'hui, est-ce que tu continues à te former? Est-ce que tu continues à apprendre des choses? Via quel biais? Quelles sont les personnes que tu suis d'une certaine manière par rapport à ça? Alors, en termes d'influence, on va dire que mes influences, elles ont beaucoup plus été sur le côté comment ils drivent ce qu'ils font, plus que d'un point de vue ce qu'ils ont à m'apprendre. Ok. Alors, pour l'aspect technique, déjà, pour répondre à cette question, parce que c'est beaucoup plus rapide, j'écoute principalement des podcasts. Ok. Mais- Tant mieux. mais, un que j'écoute beaucoup et que je recommande à vraiment ceux qui comprennent l'anglais, désolé, c'est pas en français, c'est un podcast qui s'appelle Mind Pump. Ok. Que je trouve vraiment incroyable parce que c'est vraiment tout est sourcé, ça va très très loin. Bon après c'est pointu, mais c'est vraiment top. Et il y en a un autre qui est plus accessible qui s'appelle Muscle for Life, qui est aussi vraiment fait par un mec qui s'appelle Mark Matthews. Ouais. C'est vraiment voilà deux sources que j'aime beaucoup. Ok. Après en termes de Et ça, juste pour dire aux gens, quand est-ce que tu consommes du contenu audio comme ça? C'est quand tu te déplaces soit je suis sur dans ta la, trotte? quand je suis dans la voiture, si je suis en déplacement d'un point A à un point B, Ouais. quand je fais du cardio. Cardio. Le cardio c'est là où j'écoute beaucoup de podcasts et après C'est un des meilleurs moments pour consommer du contenu. Hein. ouais, soit tu te débranches le cerveau, audiobooks, t'en vas. Ah oui, non, des c'est top, podcasts bien et sûr. tout. Ouais. Ouais, non, tu te concentres. Puis après, il y a aussi le moment où en fait, quand je bosse, j'essaie vraiment de plus mettre de musique ni quoi que ce soit, donc je bosse dans le silence. Et après, Ouais. quand je fais une pause, genre je vais faire un peu de ménage ou quoi, je vais mettre un podcast. Ok. Tu vois, donc c'est principalement là comme ça que je les écoute. Bon après, en termes d'influence de créateurs de contenu, un que j'ai vraiment beaucoup suivi depuis pas mal de temps et j'ai misé sur le bon cheval parce que ce qu'il fait aujourd'hui c'est extraordinaire. C'est un mec qui s'appelle Christian Guzman. Ok. C'est le créateur de la marque Alphalete. Alphalete. Ouais. Et là aux US, il a créé Et c'est un exemple en termes d'entrepreneur. C'est incroyable. C'est un mec qui est parti de Et coach sportif. voilà, bah moi j'ai devenir, commencé à le suivre à un leader, l'époque quoi. où justement il coachait et il venait de se faire sponsoriser par Gymshark. Ouais. C'était un des premiers Gymshark à l'époque de Jeff Side, à l'époque de Matt Augus et tout. Lucky Lavado, Ouais, que j'ai rencontré voilà. d'ailleurs au Gold Gym de Venise. Ok, cool. Trop sympa le mec. Oui, Vraiment trop sympa. Ça se voit. Et donc, bah, si tu veux, c'était un peu à cette époque-là, mais déjà, j'avais kiffé, à l'époque, il faisait beaucoup de vlogs, j'avais kiffé le drive qu'il avait, et je me disais, mais ce mec-là, c'est ouf, il va aller loin. Et résultat des courses, 7-8 ans plus tard, le mec, il fait des trucs de malade. Incroyable. Donc, c'est vraiment, en termes de personnes que je vois, et je me dis, son parcours, il est ouf, ça m'inspire, il est vraiment dans le top 1 easy. Ok. C'est vraiment. Donc, je pense que, ouais, d'un point de vue, personne vraiment qui m'influence, ça peut limite se résumer. Et c'est intéressant parce que tu vois, genre, je comprends totalement que ça soit quelqu'un que tu admires via sa réussite et via son contenu, etc. Mais autant, j'aurais pas rapproché ton contenu de celui de Christian Guzman, tu vois. Honnêtement, C'est ça qui est après, super quand intéressant. je te parle plus en termes de
c'est mon inspiration. Par exemple, un autre mec qui m'inspire beaucoup depuis que je suis gamin, c'est Kobe Bryant. Mon contenu, on dirait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien C'est sûr. plus, Mais c'est ça qui est intéressant. en gros, tu si tu veux, je suis une personne qui a toujours eu énormément de capacité à un peu prendre à la carte. Ça veut dire qu'il y a même des gens qui vont être universellement détestés et que moi, je vais quand même réussir à kiffer parce que ça, j'aime bien, j'ai pas besoin d'aimer le reste. Bien sûr. Par exemple, quand j'avais fait une vidéo où je disais que Jordan Peterson, il m'avait inspiré sur plein de trucs et que je me suis pris une sauce parce que les gens me disaient, mais Jordan Peterson, nanana. Mais je m'en fous, je parle de ça, ça et ça, j'aime bien. Pareil, sur ma vidéo, j'avais fait une vidéo sur Andrew Tate, Ouais. qui avait fait pas mal de bruit, et j'avais dit que sur certains aspects, ce mec, il est incroyable. Il y a plein d'aspects que je valide pas, mais il y a plein d'aspects où je le trouve fort, tu vois. Donc en fait, c'est un peu cette capacité que j'ai à me dire sur ce mec-là, il y a cet aspect-là qui fait qu'il est très fort. Ouais, prendre le positif Voilà. et des gens ou ce qui au moins t'inspire et te motive dans ce que tu dois faire. Et puis après, Voilà. genre le reste, bah, tu le laisses quoi. Voilà, j'ai pas besoin de prêter allégeance, de me dire ok, amen à tout ce que tu fais et tu dis. Mais je- Mais il y a ce truc-là qui fait. Et donc voilà, et Christian Guzman, non, son contenu, effectivement, il a absolument rien à voir avec moi. On n'a même pas la même personnalité, on n'a vraiment rien nous rapproche. Mais le drive qu'il a, et surtout qu'en plus, tu vois, c'est un peu. Je le suis vraiment depuis longtemps, donc j'ai vraiment vu les étapes de son truc. Et je suis vraiment admiratif de ce mec. Enfin, c'est ouf ce qu'il Ah, a fait. c'est super inspirant. Franchement, De ouf. c'est Ouais, clair. ouais. Ok, et Je vais mettre un peu. On va prendre un peu plus nos aises. J'aurais dû prendre une deuxième boisson. Avec eh toi, bah je suis voilà, con, hein. j'aurais bien partagé, mais c'est fini déjà. Tu vois? Attends, je vais regarder ce que j'ai d'autre. Putain, c'est très intéressant. Je kiffe. Ah, moi j'aime trop les podcasts, tu démarres et ça part. Bon, il y a un truc que j'avais envie d'intégrer au podcast, c'était les rapid fire questions en anglais, c'est-à-dire des petites questions rapides. Ça va tirer fort. Comme ça permet de te connaître un petit peu plus vite. Après, si on s'arrête sur des questions, ça peut être cool aussi. Allez. Et du coup, vu que tu m'as fait découvrir comment ça s'appelle déjà? Les réfléchis. Eh, Refresha Dragon Mango. ouais, votre gars là, il connaissait pas les réfléchis. J'ai dit là, ta vie elle s'apprête à changer. C'était super bon. Quelle est ta boisson préférée? La boisson préférée, Dr Pepper. Dr Pepper? Ouais, adore Dr Pepper. Ah ouais, intéressant. Quand est-ce que tu es le plus productif? Je Ah, pense que tu dès as le répondu réveil. un petit peu. Dès le réveil. En fait, tu peux voir mon énergie un peu comme un truc qui fait décrescendo. En gros, je me lève le matin et je suis là, et chaque minute qui passe, ça fait ça, et le soir, je suis capoute. Été ou hiver? Été. Ok. Mais j'aime bien aussi l'hiver. Par exemple, quand j'habitais en Californie, qui faisait tout le temps chaud, je pétais un plomb. J'aime bien les saisons en fait. J'aime bien un été chaud et un hiver froid. Ok. Tu vois, Dans quelle matière tu étais le plus fort à l'école? anglais. Et le plus Et- faible? Maths, easy. Attends, ça c'est faut que je te raconte. Écoute, c'était à l'époque où je commençais la danse. Et en fait, en maths, à la base, j'étais à peu près bon. Et en fait, tu sais, c'est quand que j'ai décroché, c'est quand ils ont mis le X. Ok. Le X, il Ça m'a t'a tout fumé. perturbé. Depuis le jour. C'est en mode 24 fois X. Comment ça fois X? Et en fait, à partir de ce. Mais c'est ce jour-là, je peux te tracer ce jour-là, j'ai décroché des maths. Et en fait, depuis là, je faisais que tout fumer en cours. Tu vois, j'étais là, je bavardais. Et en fait, avec mon prof, on avait eu un deal. En gros, il m'avait dit je t'autorise à ne pas suivre. Je ne t'interroge Non. pas. Écoute, je ne Tant t'interroge que tu pas. fous pas la merde dans ma. Mais. Ouais, après, j'étais en collège de ZEP, tu vois. Il me disait ouais. Tant que tu flingues pas le cours, tu peux être dans ton coin, tu fais ce que tu veux, mais juste t'es silencieux. Et en fait, c'était à l'époque où je dansais. Donc moi, j'étais dans le fond, j'écrivais mes passages de danse. Et j'ai fait ça pendant tout mon lycée. Je suis arrivé passer. La seule fois de ma vie où j'ai essayé, c'était au bac. Je crois que j'ai eu 3 ou 4. Ok. Mais j'ai quand même eu la mention parce que j'étais fort dans le reste. Mais les maths, j'ai eu ouais, 3 4. Ok, intéressant. Intéressant. J'aurais pas dit les maths, tu vois. Je sais pas, j'aurais pensé à autre chose, mais T'en as pensé quoi? je sais pas. J'aurais pensé que t'étais bon en maths. Je sais pas pourquoi. Ah non, j'étais Parce que t'as quand même un esprit logique bon. À mon avis, tu vois, le problème que t'as eu là avec ce blocage sur X, c'était juste une incompréhension de base que t'as pas réussi à dépasser On va parce dire que. qu'à l'école, j'ai eu un système un peu à moi qui m'a beaucoup fait défaut parfois et qui m'a beaucoup rendu service parfois. C'est que si tu veux, j'avais une incapacité à mémoriser mot pour mot les choses. En fait, tout ce que j'ai toujours fait à l'école, c'était que je lisais, je comprenais et je reformulais à ma façon. Ça veut dire que ce que je vais te sortir, c'est correct, mais c'est pas comme toi tu l'as écrit. Et donc certains profs, ils aimaient pas parce que non, moi je veux que tu le dises comme moi je l'ai dit. Certains profs, ils adoraient. Genre par exemple, la philo, j'étais un monstre. Parce que justement, c'était ça le principe, comprendre et formuler, tu vois. Ouais. L'histoire géo, pareil. Je te racontais les récits et tout, bon, je t'apprenais les dates, les noms, mais le reste après, je reformulais. Et non, ça avait toujours fonctionné comme ça. Quel conseil tu donnerais à Najib d'il y a 15-20 ans? Donc il y avait 12 ans.
Ouais, genre quand tu étais adolescent, ouais, un truc que tu aurais peut-être voulu savoir avant et que tu sais maintenant de ton expérience, tu vois. Le conseil, ça aurait été t'as le temps. Parce qu'en fait, je suis arrivé à un stade vers mes 18-19 ans. Si tu veux, en fait, j'ai toujours. Je t'ai raconté. Tu stressais Bah, de ce que tu je devais te faire et racontais tout. que tu vois, je suis parti à la fac, mais la fac, je suis parti pour mes parents. Je suis même pas allé chercher le diplôme, tu vois. Et après ça, je faisais que des tafs à la con. Enfin, il n'y a pas de taf à la con, mais je faisais que des tafs qui ne me plaisaient pas, tu vois. Ouais. J'étais barman, vendeur, j'ai fait tout ce que tu voulais. Et en fait, dans ma tête, j'étais un peu résigné jusqu'à la fin de ta vie, c'est ce que tu vas faire, tu vois. Et en fait, j'avais cette pression, Et pourquoi tu n'avais pas plus d'ambition à ce moment-là? j'avais l'ambition, j'avais pas les outils pour exprimer cette ambition. Je savais pas. Pour moi, en fait, si tu veux, je viens d'une famille immigrée, donc dans cette démographie-là, c'est études, travail. Il n'y a pas de, tu ne seras pas un artiste, tu seras pas. Non, c'est faut que tu ailles à l'école, tu prends un diplôme, tu travailles avec. Tu Ouais, vois, c'était un peu le seul chemin de réussite. ouais, Et comme moi, j'avais pas eu ce chemin parce que j'avais un diplôme que je voulais pas utiliser, ouais, parce qu'en gros, soit j'étais interprète, soit prof dans une école et je voulais pas. ouais. Donc en gros, pour moi, c'était bah, ok, jusqu'à la fin de ta vie, et bah, tu vas faire la plonge. Donc Ok. en gros, et je me mettais une pression à me dire, putain, en plus, tu commences à prendre de l'âge, t'es vieux. Genre, à 18 ans, je me trouvais vieux as fuck. Tu vois, et je me disais, ça y est, ta vie, elle est déjà faite, c'est fini. Et le truc, c'est qu'en fait, eh ben, j'ai rajouté jusqu'à mes 30, ouais, jusqu'à mes 30, à faire n'importe quoi. À 30, je me suis réveillé, j'ai quand même retourné la partie, tu vois. Donc en fait, j'avais le temps. Mais j'ai passé toute ma vingtaine à stresser parce que je me disais, ta vie est derrière toi et t'as pas fait ce qu'il fallait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi j'ai eu un petit peu la même pression, tu vois, et j'ai pas assez pris le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Ouais. J'ai eu pas mal de facilité à l'école, du coup on m'a un peu poussé, tu vois, genre ah bah fais un bac S, fais une classe prépa, fais une école Hum, d'ingé. Et après je me suis retrouvé à faire un taf et ça m'a pris ça- 8 ans pour me dire non Nevin c'est pas ce que tu veux faire, tu vois, t'es passionné de sport, vas-y fais un truc dans le sport et la nutrition. non. Mais ouais, c'est vrai que c'est un super conseil de dire. Parce que. Mais je pense que c'est la pression des adultes Bah, quand aussi t'es à parce que 20 ans, tu sais, qui disent ouais, mais faut que tu choisisses, faut que bah, on va tu. dire que, après, bon, l'aspect positif, c'est que je pense que toi et moi, on fait partie de la dernière génération à justement porter cette croix. Parce que Ouais, à partir de cette génération-là, on commence à comprendre que tu peux vivre de ta passion. Tu peux faire un truc 5 ans, 10 ans, en avoir marre un jour et changer. ouais, Tu vois, nous, on vient vraiment d'une génération où c'est plus, et surtout, nos parents viennent, eux, d'une génération où tu avais ton taf toute ta vie, en fait. de ouf. Et on vient d'une génération où, si tu n'avais pas eu un diplôme, eh ben, tu étais condamné à. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie, j'avais des collègues, ça faisait genre 15 ans qu'ils étaient dans la même C'est société, tu ça, vois. tu vois, Genre, parce ça, que. c'est rare hein, Oui, aujourd'hui de voir quelqu'un non, qui ça fait n'existe 15 ans dans plus. la même Ça société. n'existe plus. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, nous, on vient d'une génération où on a été matrixé Ouais, différemment. ouais. Nos parents nous ont inculqué, il faut que tu travailles à l'école pour avoir un bon travail. Si tu veux réussir ta vie, il faut que tu sois médecin ou avocat ou ingénieur. À moins que tu sois rappeur ou machin. Et même ces gamins-là qui aujourd'hui, j'en connais avec qui j'ai grandi, qui aujourd'hui effectivement sont dans le circuit pro, à l'époque, leurs parents, ils leur mettaient une pression de barge. Non, va quand même à l'école. Tu vois? Imagine, t'aurais dit à tes parents, je veux jouer aux jeux vidéo et faire du Twitch. Tu vois? Mais au final, aujourd'hui, tu gagnerais Ma fois. mère, elle aurait Ah, rigolé. mais ma mère, elle m'aurait. Mais c'est quoi? Mais déjà, tu sais que moi, ma mère, elle me laissait. Parce qu'en fait, tout le week-end, je partais dans ce qui s'appelait des battles, c'est des compétitions de danse. Ouais, Tu vois, et ouais, on partait à Londres, on partait en Italie et tout. Et je pouvais pas partir de chez moi. Je partais exprès les vendredis parce que je partais de l'école, je partais direct. Ma mère, elle m'aurait pas laissé partir. Et après, le week-end, des fois, carrément, il y avait même des week-ends où tu vois, je pouvais même être au Maroc. Elle pensait que j'étais chez mon pote à 2 pâtés de maison, tu vois. Elle savait pas que j'étais parti. Ah, ma mère, elle voulait pas, elle me disait l'école, l'école, l'école. Donc, c'est ça, c'est un peu un stigma qu'on traîne de par notre génération, tu vois, et ça m'a pris le temps qu'il fallait pour m'en sortir. Mais ça, c'est le conseil que je me donnerais. Et c'est aussi le conseil que je peux donner à des gens qui ont genre même 25, 30 et qui pensent justement que ça y est, bon bah merde, j'ai raté le coche. Ah, mais clairement. T'as le temps. Là, t'es même pas à la mi-temps encore. Et même si je sais que quand t'as la vingtaine, c'est dur à se dire. Par exemple, tu vois, quand j'avais 22, j'avais un cousin qui avait 31. Pour moi, c'était un dinosaure, le mec. Ouais. Pour moi, c'était un dinosaure. Je me disais, t'es Et tu sais vieux que à moi, j'ai 31. même perdu du temps dans mon changement de carrière parce que je me disais, ouais, c'est trop tard. C'est ça? Alors que même aujourd'hui, tu vois, je me dis, même si j'avais envie de changer demain Tu changes. complètement, je change Tu et changes. c'est jamais trop tard en fait. Tu changes. Mais ouais, ça, je pense pas que c'est un problème que la prochaine génération elle aura. Parce que Ouais, voilà, ils voient que des gens sortent de nulle part et qu'ils arrivent à vivre de leur passion et tout. Et je pense que ça, c'est une grosse avancée. ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, ça, sociétalement, c'est une putain de grosse avancée. Ton livre préféré? L'alchimiste de Paulo Coelho. Putain, je l'ai Classique. relu il y a pas longtemps en plus. C'est, Stylé. c'est un livre que j'ai lu 30 ou 40 fois dans ma vie. Et à chaque fois, il me donne un message différent Ouais, selon la période dans laquelle je me trouve. ouais, c'est vraiment, C'est ouf, hein? c'est vraiment profond quoi. Ouais. Le truc qui te fait peur?
Moment vulnérabilité. Qu'il arrive un truc aux gens que j'aime. Honnêtement, il n'y a vraiment rien. Et ça rejoint au truc que je te disais tout à l'heure quand je te disais que j'ai pas Du d'attache coup, vraiment. début du Covid, stressant. Bah, j'ai pas. Au début, je faisais un peu partie des gens qui sous-estimaient le truc en se disant non, mais c'est une grippe, tu vois. Après, quand j'ai vu que c'était sérieux, ouais, là, j'ai beaucoup plus pas stressé. Mais oui, je prenais des précautions forcément. Et Ça a été sérieux, mais d'un côté, moi je connais pas énormément de gens malheureusement qui sont décédés du Covid, tu vois. heureusement, pourquoi malheureusement. Et, mais c'est sûr, mais après, en tout cas, en tout cas, on voyait que c'était. C'était pris plus sérieusement. Ça allait Ouais. prendre plus de place dans notre vie que ce Ouais. que je pensais. Moi, au Ouais. début, je pensais que ça allait être une autre vache folle, une grippe aviaire. Ouais. Tu vois, C'est vrai que nous on a eu la vache folle. c'est vrai, là, je peut-être les jeunes, allez sur Google. Là, c'est l'ancienneté qui parle. Mais tu vois, moi, je pensais que c'était un truc comme ça. Donc, du coup, eh ben, je l'ai au début vu comme ça. Et puis, quand j'ai vu que non, en fait, ils en parlent beaucoup plus de façon insistante, Ouais. là, oui, je me suis dit, il faut que je prenne des précautions, etc. Mais honnêtement, c'est ça. Chaque journée où je me lève et je prends mon téléphone et personne m'appelait dans la nuit parce qu'il arrivait une dinguerie à une des 6 ou 7 personnes que j'aime sur Terre, Ouais. c'est forcément une belle journée, en fait. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je prends vraiment pas, tu vois, d'attache émotionnelle. J'ai jamais été contrarié parce que quelqu'un m'a écrit. J'ai jamais donné de ma personne là-dedans, tu vois. En mode, je vais pas vraiment me faire du sens si jamais les trucs ne vont pas dans mon sens. Ouais. Ce matin, je me suis levé, il est rien arrivé aux gens que j'aime. Là, ça sera une bonne journée quoi qu'il arrive. Et c'est très honnêtement, et sans faire le warrior, hein, mais c'est vraiment la seule chose qui me fait sincèrement peur. Ok. Genre, je suis terrifié de ça et de l'eau profonde. L'eau profonde. Ouais, et j'ai vaincu, Genre, et j'ai vaincu cette peur cet été, c'est une putain de victoire. Putain, faut trop que je t'emmène plonger quoi. Mais cet été, quand j'étais au Mexique, si tu Genre veux, par exemple t'es un bateau, tu vois pas le fond et tu vas j'ai te jamais baigner, fait de ça ma te... vie, je peux pas, c'est mort. Ok. Même la mer, je reste là où j'ai pied, je vais pas loin. Ok. Une piscine, par contre, je l'enchaîne. Ouais. La mer, c'est mort. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, Et en fait- t'as l'impression d'être le petit truc en haut et que Mais tout le écoute. monde te regarde quoi. C'est ça, mais écoute. Ouais, en fait, j'ai toujours cette image de je mets la tête dans l'eau et je Est-ce vois un que- requin arriver. Tu sais que c'est une phobie, il y a des mecs qui font des vidéos hardcore sur YouTube, faudrait que je t'envoie. Où C'est tu vois un c'est trop requin drôle. débarquer là. Où genre en fait, c'est des vidéos vraiment faites pour les gens qui ont peur de ça, genre où tu vois pas très bien et après tu vois des trucs non, et non, tout. non, mais moi, je reste loin de ça. En plus, écoute. En virtual reality avec le masque. Non, 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 non. Mais écoute, ce qui m'est arrivé cet été, j'étais parti au Mexique et en fait, je m'étais fait un circuit où en gros, tu vois, j'avais pris une voiture et je faisais à peu près 3 jours par ville. Et à un moment, je suis arrivé dans une île qui est incroyable, ça s'appelle Cozumel. Et cette île, si tu veux, il y a un tour en bateau qui fait vraiment le tour de l'île et il n'y a que des plages, mais c'est les plus belles plages que j'ai vues de ma vie, tu vois. Et en fait, il y a une étape du tour où le bateau s'arrête dans la mer et tout le monde plonge. Parce Ouais. qu'en fait, tu es censé voir des tortues et Ouais, comment ça s'appelle, des étoiles. et Mais des moi, requins blancs. mais- Ils l'ont pas dit C'est dans ça le. que t'as pensé Ils l'ont- mais ils l'ont pas dit dans le truc. Mais j'ai dit en plus là, je suis vraiment dans les mers, tu vois. Ouais, où il y a du truc Je quoi. suis dans les Caraïbes, tu vois. Tu sais quoi, j'ai dit je m'en fous. Aujourd'hui, je le fais. Et je l'ai fait. Hein. Mais vraiment, j'ai pris sur moi. J'ai dit à personne que j'avais ce truc. J'ai joué le jeu. Je fais allez, on va se baigner. J'ai sauté. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai oublié que j'étais dans l'eau. Mais pendant les 2-3 premières minutes, comment j'étais en sang. Ouais. Et après, j'ai plus eu peur. Je l'ai refait 2-3 fois après. Donc je pense que j'ai vaincu ma phobie. Ça c'est top hein, parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile. Moi j'ai vu plein de gens vraiment galérer avec ça. Ah ouais, non, c'était vraiment, j'ai eu peur de ça toute ma vie. Intéressant. Qu'est-ce que tu changerais de toi ou de ta personnalité ou Euh, ce que tu veux? Facile. Le fait que je ne sais pas pardonner. C'est un très très gros défaut que Très j'ai. rancunier? Je dirais même pas rancunier parce que rancunier c'est quand tu as de la rancœur, c'est-à-dire de la haine. Moi j'ai encore plus cette capacité à littéralement faire comme si tu n'avais jamais existé en fait. Ok. Je peux me retrouver en face de toi et tu as littéralement l'impression que tu es transparent. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément essayé de travailler. Pour l'instant j'ai pas réussi. Et c'est arrivé avec quoi? Avec des amis, Non, c'est arrivé avec des le fait que si tu partenaires veux, amoureux, avec tout type de relation. Mais pas vraiment amoureux, plus amical. plus Mais amical. dans le sens où, si tu veux, ça c'est ouf, j'ai jamais parlé de ça sur Internet. Si tu veux, Ah, c'est c'est. le principe du podcast. Mais on va dire qu'en fait, une qualité que j'ai, c'est que j'ai une extrême loyauté. Dans Ok. le sens où, tu vois, je laisse très peu de gens. Je suis très sociable, je parle avec beaucoup de gens, mais je laisse très peu de gens rentrer. Tu vois. Ok. Mais quand tu rentres, il y a littéralement pas un truc que je fais pas pour toi. C'est pour ça que je laisse pas trop de gens rentrer. Parce que j'ai peur de ce que je pourrais faire pour toi, tu vois. Et en fait, Et t'attends la même chose de arrivé l'autre à ce personne. stade-là, en fait, pour moi, il est limite inconcevable de trahir quelqu'un que t'aimes. Ouais. Et en fait, si je me sens trahi, en te voyant, je verrai plus que ce que tu m'as fait. Ok.
et j'arriverai pas à voir autre chose. Ok. Et vraiment, quand je te dis que j'ai lu des livres pour ça et tout, pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Ok. J'espère un jour arriver, mais pour l'instant, j'ai jamais été capable de pardonner quelqu'un. Si tu me trahis, t'es rayé de la carte, à vie. Intéressant. Ouais. T'as déjà été amoureux? Ouais. Ouais. Ouais, je suis un cœur d'artichaut, tu sais. C'est vrai? Non, j'ai mes moments. Ouais, je suis tendre. Ouais, non, je vais pas dire que je tombe facilement amoureux, mais non, j'ai eu des histoires qui étaient très intenses. Je suis en couple actuellement, donc je suis amoureux à l'heure où je te parle. Et ça se passe très bien, donc c'est cool. Mais oui, non, je pense que c'est un bon équilibre en fait. Je suis un peu passé d'un extrême à l'autre où avant j'étais vraiment, non, moi, mais c'est mes objectifs, les couples c'est des pertes de temps, je sais pas quoi. Puis en fait, non, tu Ça, c'est vois. quand t'es pas avec la bonne personne. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand t'es avec la bonne personne, tu te rends compte que c'est plus un truc d'équipe d'une certaine manière et que l'autre personne te permet de t'apporter quelque chose qui. Tu vois, si t'as l'impression de faire des compromis tous les jours en étant en couple, clairement t'es pas avec la bonne personne ou t'es pas dans le bon mindset pour être en couple, je pense. Tellement. Quand t'es avec la bonne personne, t'as l'impression qu'elle t'apporte quelque chose ou qu'il t'apporte. Hein, on n'est pas exclusif ou inclusif. Non, Hein. peu importe, C'est clair. que la personne Tu fais avec ce que qui tu veux. Oui, que la personne avec qui t'es t'apporte, tu vois. Et c'est vrai, et c'est pour ça qu'il est très important de vraiment bien choisir la personne Ouais. avec qui t'es, parce que ta moitié, c'est un peu une réflexion de toi-même. Tu vois, dans le sens où... Bah, tu sais, en anglais, ils disent souvent better half, tu sais, genre ta Tu- moitié mieux que ta toi, meilleure en moitié, fait. bien Ouais, sûr, ta meilleure c'est ça. moitié, ouais. Et avec les années, je m'en suis vraiment rendu compte. C'est vraiment surtout quand tu es dans une dynamique où tu essaies d'aller vers tes objectifs, etc. Ouais. Il faut quelqu'un qui va monter dans le train et le prendre en marche. Ouais. Si tu es avec quelqu'un qui est là en train de te mettre des graviers sur la route, etc. En fait, plus tu vas vers tes objectifs et plus tu te rends compte que ta vie est structurée par rapport à ce que tu essayes de faire, plus tu te rends compte qu'il n'y a pas de juste milieu. Ta relation t'apporte ou t'enlève. Non, je suis d'accord. Et c'est vraiment un équilibre qui est super dur à trouver. Surtout que comme un teubé pendant des années, moi je courais qu'après des physiques, tu vois, et après j'en payais les pots cassés, quoi. Ouais. Ouais, Bah, c'est un peu aussi le problème quand tu es dans un environnement où toi-même tu fais attention à ton esthétique, que tu es dans un Ouais, c'est environnement ça. salle de sport, Ouais. etc. Tu es aussi d'une certaine manière confronté à des gens qui sont un peu comme ça. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes personnes en Non, salle de c'est sport pas parce ça. que nous on est en salle de sport. Oui, Donc... c'est juste qu'il faut chercher il faut chercher en gros les bonnes choses Ouais, chez bien la sûr, ouais. personne. Parce qu'au début, ouais, moi j'étais beaucoup plus. Moi, mon couple goal, c'était vraiment on va ensemble à la salle, on fait les repas ensemble, on est un fit couple, nanana. Et en fait, bah de là, ça m'a foutu dans des mauvaises situations parce que je m'étais tellement arrêté à ça que je ne regardais pas le reste. Ouais. T'es un monstre à la salle, vas-y, viens, on se met en couple, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me suis Ouais, pris 3-4 gifles et depuis c'est j'ai pas appris, assez. tu Ouais, vois. c'est pas assez. Non, Je vais pas te demander si tu as des tatouages parce que forcément il y en a pas mal. je vois pas de quoi tu parles. Les tatouages, c'est pour En les plus, je suis criminels. proche là, donc je commence à avoir quelques influences. Là, il y a un peu du japonais, là, il y a du. C'est quoi, égyptien un peu? ici. Oula, je me suis coupé ici. Ouais, ça c'est égyptien. Tout mon bras droit, il est égyptien. Donc, tu as quand même pas mal de tatouages. J'ai tout Tu as ça. commencé quand? Après, j'ai là, j'ai le ventre, j'ai tout mon dos, j'ai ma jambe. J'ai commencé pour la première fois à 16 ans. Ok. Et c'est ce qui m'a fait virer de chez moi. C'est vrai? Ah putain. En fait, ma daronne, elle a cramé, j'avais porté un t-shirt blanc et elle a cramé, je l'ai mis dans le sale, tu vois. Et en fait, il y avait de l'encre qui avait bavé dessus. Ah, Et elle est rentrée dans ma chambre et elle m'a dit, ouais, c'est quoi ça? Et elle m'a dit, ok. Ok. Nickel. Et du coup, tu as dit, bah vas-y, t'enquêtes dehors autant que je fasse le reste. ouais, après, non, mais honnêtement, les tatouages, quand tu commences à rentrer dans ce truc, après, c'est dur de s'arrêter. Hein. C'est addictif, les tatouages. Ouais. Mais non, ouais, j'en ai beaucoup. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est un moyen d'expression parce que maintenant, tu vois, parce que mine de rien, ça fait plus de 15 ans que j'ai commencé à mettre de l'encre. Mine de rien, chaque tatouage, tu vois, il est représentatif d'une époque. Je peux voir un tatouage et me dire, ah ouais, je me souviens à ce moment-là, j'étais dans cette situation, je faisais ça, il y avait ça dans ma tête, je pensais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est cool. Et honnêtement, non, c'est un truc que j'ai jamais capté, c'est par exemple les gens qui veulent se faire recouvrir ou enlever des tatouages. Pour moi, même les tatouages que maintenant, esthétiquement, je vais pas les kiffer. Quand tu fais partie d'un gang et que tu as SS sur le bras, tu peux comprendre quand même que tu veux. Bon, si tu as voulu faire ça, c'est que tu as pour Ouais. la vie maintenant, c'est que tu es investi dans la cause. Tu vois, il fallait pas le faire. C'est Ouais, comment mais les gens changent quand même. C'est vrai, c'est vrai. Il faut donner une seconde chance à Ah certaines oui, personnes, oui, bien sûr. n'est-ce pas?
Pourquoi, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Genre, pourquoi, oui, mais pas moi. pourquoi moi j'ai rien fait de mal, moi, j'ai jamais été SS. Non, mais tu me disais, tu C'est sais, genre, c'est un des seuls trucs que si j'ai tu pas as du fait. mal à pardonner, c'est que tu as Ah, du mal à donner une seconde chance à quelqu'un Alors, qui t'a croisé. Enfin, paradoxalement, je suis quelqu'un de très 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 empathique vis-à-vis des erreurs des gens qui ne m'atteignent pas, ou en tout cas des ouais, je erreurs, vois ce que tu veux dire. ou des erreurs des gens que je n'ai pas fait rentrer dans mon cœur. Ça Ok, veut dire que quelqu'un qui est simplement au stade de la connaissance, lui par contre, s'il me fait une crasse, je vais être très très enclin à lui pardonner. ok, Là, je te parle vraiment des gens qui sont très très proches, tu vois. ok. Mais par exemple, ça m'est arrivé que des gens viennent m'insulter sur Internet et 2 mois après, ils reviennent m'écrire et me disent ouais, je viens de tomber sur telle vidéo de toi, je t'avais mal jugé à l'époque, franchement, je suis désolé. Je dis mais c'est tranquille, gros, t'inquiète. Après, on tape des délire ensemble, mais je me rappelle même plus qui m'a insulté il y a 2 mois, tu vois. Et c'est pareil, ou quelqu'un qui me parle méchamment, ou en fait, il se passe trop de choses dans la tête de quelqu'un. Ouais, Et je sais que c'est pas toujours une réflexion de moi. Des fois, c'est simplement là où ils se trouvent eux mentalement. bien sûr, Donc, je peux pas le prendre bien mal. sûr. Maintenant, quand tu me Ou le trahis, prendre personnellement, quoi. maintenant, quand tu trahis ma confiance, là, par contre, c'est directement Ok, moi, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux C'est, dire. tu as décidé d'endommager quelque chose que je t'ai confié et que je confie pas facilement. Pour moi, on est dans un registre différent. Qu'est-ce qui représente le succès pour toi? Le bonheur, Ok. simple. On parle pas assez de ça. Beaucoup de gens ont tendance à, tu vois, le succès égale les jets, les belles meufs, L'argent, ouais. les followers, la pastille bleue sur Instagram, je sais pas quoi. Je connais des gens qui ont ces choses-là. Enfin, je connais personne qui a un jet, mais je connais des gens qui ont les followers, les pastilles bleues sur Instagram et les meufs et qui sont malheureux as fuck. Tu vois, en gros, ça veut dire que si jamais demain, ta passion, c'est le beurre de cacahuète, je sais pas, ça te passionne. Et que maintenant, tu arrives à travailler dans un business que tu as créé, un podcast sur le beurre de cacahuète, où tu as fait ta marque de beurre de cacahuète, et que tu arrives à faire 60K par an. Et que tu es heureux de barge. À l'inverse d'un mec qui maintenant, lui, veut scaler son business, qui fait rentrer le million par an, mais qui déteste sa vie. Et je vais même te dire un truc, je connais des gens, écoute. Et ça, c'est arrivé à un pote à moi. Il a créé une marque dans le textile. Et le mec au début, et en fait parce que lui il vient déjà du milieu de la mode, il était déjà graphiste, designer et tout, donc il faisait tous ses logos, il s'éclatait, il te sortait des collections à balles, c'est pour ça qu'il a eu du succès, parce que les gens qui aiment bien la marque, toutes les 2 semaines il y avait un nouveau modèle et tout, il s'éclatait, et il faisait rentrer de sommes confortables qui lui permettaient de bien vivre. Et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu grossir, il a ramené du monde, il a voulu s'éparpiller, il a voulu... Et le mec, il a triplé son chiffre d'affaires en 1 an, ce qui pour une entreprise qui a 3 ans, c'est incroyable. Et il est malheureux de ouf maintenant. Et il a dû downsize pour revenir à ce stade où il gagnait moins d'argent mais où il était Où il heureux. faisait ce qu'il kiffait, quoi. Voilà. Et c'est pour ça, moi, le jour où j'arrête de kiffer ce que je fais, j'arrête. Tu vois, c'est vraiment un truc où pour moi, l'aspect, je me lève le matin en étant sincèrement, je te parle pas juste, je poste un truc de motivation sur Instagram, non, sincèrement excité pour ce qui s'apprête à se passer, c'est un truc qui représente très peu de gens et ça, c'est vers ce quoi on doit aller. Pas le truc de je veux taper le million, je veux... Crois-moi, c'est moche. Parce qu'il y a une phrase que je me suis... Là, si on t'écoute, on voit que tu as fait un travail sur toi-même, que tu es, je pense, vachement en phase avec ce que tu fais, etc. Ouais, Ça pourrait même passer au fait que ta vie, elle est parfaite d'une certaine manière. Non. Et on sait que c'est pas le cas. ouais. Euh, du coup, est-ce que tu peux expliquer aux gens, j'imagine que tu es quand même heureux dans ta vie actuellement, Beaucoup. mais est-ce qu'il y a quand même des trucs qui sont difficiles? Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais que parfois tu n'as pas envie de faire, que ça soit dans le travail, tu vois, genre Ah oui, dans... mais de toute façon, la vie, ça fait partie de ça. C'est faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est logique. C'est... Tu n'aimeras jamais toutes les composantes de ton taf. Même un taf que tu adores, il y a une partie de ton taf que tu détestes. Et ce qui fait ton succès, c'est ta capacité à faire ces choses-là comme si tu les aimais. Mais tu n'aimeras jamais tout ce que tu fais. Bien sûr qu'il y a... Je passe 60% de mon temps à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Et je pense que c'est bien de le rappeler, tu vois, Mais de temps oui, en non, temps. Parce bien que les sûr. gens, ils se disent, ouais, bah, vous êtes tout le temps en vacances, les influenceurs et tout. Et tu Alors fais, déjà, non. écoute, là tout à l'heure j'ai parlé du fait que... Mais après je vais revenir sur ta question parce qu'elle est intéressante. Ouais, Mais d'abord excuse-moi, je fais une vas-y. parenthèse. Là je viens de revenir du Mexique. C'était mes premières vraies vacances depuis 2017. Alors qu'avant ça, ok, si tu me vois sur Instagram, ouais, j'ai fait le tour du monde, hein. En 2 ans, je reviens d'Égypte, j'étais en Norvège, j'étais à Ibiza, j'étais partout, comme toi. Tout le monde m'envoyait des messages quand j'étais à Ibiza. Ouais, putain, trop de chance, etc. Je fais gros, là, je suis en train de lire ton message, je suis sur un transat au bord d'une piscine, ouais, mais ça fait 9 heures d'affilée que je suis sur un ordi, mes yeux, ils me tapent. Je pars à l'autre bout du monde parce que je dois filmer des contenus. J'ai voyagé juste pour avoir des plans drone pour mettre dans ma formation. Mais je travaille, j'ai même pas vu Ibiza. Là, les vacances que j'ai fait, et après, je m'en plains pas, je suis un entrepreneur, donc j'aime ça. Genre, même quand j'étais au Mexique, Non, mais encore une fois, on est d'accord, c'est pas une plainte, c'est juste non,
une réalité entre quand tu prends des vacances et Ah quand ton travail est partie intégrante de ta vie d'une Ça certaine devient manière une et que partie de tu ta es vie. entrepreneur et que du coup, ce que tu fais dépend de ton quotidien d'une certaine manière, quoi. Voilà. Et même quand j'étais au Mexique, ça a été mes premières vraies vacances où pendant 20 jours, Et j'ai là, pas tu as travaillé. coupé. J'ai eu du mal. Ouais, Je voulais c'est toujours dur, faire hein. un truc. Grave. La meuf, elle m'empêchait, c'est elle qui m'a pas laissé. J'ai dit, ah, t'as envie non, t'as dit, tu prends des vacances. Parce qu'avant, on était parti à Barcelone et j'ai fait que t'as fait. Ouais, mais parce que j'imagine que tu es un petit peu comme moi dans le sens où si tu finis une journée et que tu pas produit quelque chose, tu as l'impression que tu es un petit peu une feignasse ou peut-être que. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais moi Non, mais je vois parfois, ce que tu veux dire. je me dis putain, mais j'aurais pu faire plus, tu vois, Bah oui, aujourd'hui. clairement. Mais après, je pense que de toute façon, être entrepreneur, il y a une partie d'inné. C'est un peu dans notre ADN Ouais. d'avoir ce truc, de vouloir accomplir, d'être à l'affût de comment je peux m'améliorer, faire mieux, etc. Ça se développe, mais il y a également une part de acquis, hein, d'inné. C'est dans ton ADN. C'est voilà, tu es un entrepreneur, on peut te mettre n'importe où tu veux taffer. Voilà, c'est comme ça. Il faut apprendre à t'écouter des fois et pas le faire. Maintenant, pour ce qui est de la partie qui est intéressante, quand tu disais là, je suis heureux, est-ce que ça a toujours été comme ça, etc. Il faut savoir que ça fait 2 ans que je suis heureux. Et que les 31 premières années de ma vie, j'étais dans le brouillard dans ma tête. Donc déjà, et c'est pour ça que je suis aussi vocal vis-à-vis de ça et que je prends autant à cœur d'en parler. C'est parce que je veux jamais être cette personne de plus qui vient vendre une vie parfaite. La vie que j'ai actuellement, elle n'est pas parfaite, elle est heureuse. Déjà, c'est une grosse différence. Et la vie que j'ai eue pendant 31 ans avant ça, elle était bordélique. J'étais dépressif, addict, j'ai vécu dans la rue, tout ce que tu veux. Donc en quelque sorte, la seule chose, c'est qu'en fait, je suis arrivé à un stade de réalisation où je me suis dit, maintenant, tu as 2 choix devant toi. Tu continues à faire ce que tu fais depuis les 15-20 dernières années et ta vie, c'est ça jusqu'à la fin. Soit tu te poses, tu prends un pas en arrière, tu regardes la situation et tu te demandes comment je peux changer ça. J'ai choisi la deuxième option. Ce que ça veut dire, c'est que le bonheur que je vis aujourd'hui, je l'ai mérité, j'ai travaillé pour. C'est une grosse autre erreur que beaucoup de gens font. C'est soit attendre à ce que quelqu'un d'autre te ramène ce bonheur, soit attendre qu'il y ait un truc de façon magique, que des astres s'alignent. Il y a un Tu es facteur chance. responsable de ton bonheur. Il y a un facteur chance. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour passer d'une vie qui était littéralement un enfer à une vie qui est aujourd'hui très heureuse, il y a eu énormément de taf entre. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le bonheur est un objectif comme un autre, qui demande une charge de travail, de se fixer des objectifs et de mettre des actions en place comme un autre. Tu as un objectif financier, je veux avoir 100 000 euros. Tu as un objectif, je sais pas, je veux 10 000 abonnés. Je veux que ma chaîne... C'est pas bien différent. Il faut te demander quelles sont les actions que je peux mettre en place pour y arriver. Et maintenant, je vais le faire. Et au bout de la course, il y a ton bonheur, c'est tout. Et si ça te dérange pas, tu disais que tu étais addict, je sais pas si c'est un truc dont tu as parlé J'en ai avant. parlé plein de fois. Ok, j'avais pas vu. Si, j'en ai parlé plein de fois dans plein de podcasts. J'ai fait une vidéo il y a une semaine où justement je fais un truc que j'avais même pas pensé à faire, c'est le bilan de ce que mes 2 ans de sobriété m'ont appris. Parce que ça fait 2 ans, là quasiment jour pour jour, que je suis sobre. Et c'était quoi comme substance que tu utilisais? Tout. Mais mon best-of, bon, il y avait l'alcool qui était mon gros. Ok, Après, il y avait cocaïne, ecstasy. ok, d'accord. C'était les principaux. Et weed. Ok. Mais après, de façon récréative, j'ai pu... Et ça, c'est combien d'années de ta vie 7. Ça Ah a ouais, été de... J'ai arrêté définitivement à 31 ans. J'ai commencé... Juste avant d'aller aux États-Unis, j'ai été introduit à ce milieu. Ouais. Et en arrivant aux États-Unis, c'est parti en couille. Donc, En gros, milieu, j'étais un milieu addict festif, soirée, au, tout ça au ou- début milieu festif. Au début. C'est après que j'ai vu qu'il y avait un problème. Parce qu'au début, en fait, c'est un truc que si des gens qui écoutent le podcast ont été dans cette situation, entendent ce que je m'apprête à dire, je pense que pas mal risquent de se reconnaître. C'est que tu as toujours cette tendance à ne pas vouloir te montrer vulnérable. Donc tu caches ton mal-être qui te pousse à prendre des drogues par de la joie de vivre. En gros, moi, je suis un fêtard. Surtout Ouais. qu'en plus, tu vois, c'est renforcé par les gens autour de toi. Parce que si tu veux, forcément, quand j'arrivais, que j'étais complètement déchiré, que j'avais tapé un peu, j'arrivais, je foutais l'ambiance. J'étais là, ouais, je sautais dans tous les sens. Donc les gens ils kiffaient. Donc après le lendemain, ouais, oh, hier t'as trop tout tué, vas-y, demain on refait la même. Nan. Donc toi, tu rentres un peu dans ce truc, tu vois. Donc c'est festif. Arrivé à un stade où après, tu commences à t'envoyer des produits devant des films, là, c'est plus festif. Ah ouais. Arrivé à un stade où tu commences à teaser à 8h du mat avant d'aller au taf à 9h30, là, c'est plus festif. Ouais. Tu vois. Ouais, je sais Donc ce il y a que tu veux dire. toujours ce truc où justement, et le truc c'est que ça s'installe petit à petit. Au début pour toi c'est impensable. On te dit un mec un mardi matin il est en train de teaser, tu dis ouais vas-y ce mec il est au fond du trou.
Mais petit à petit, de fil en aiguille, tu deviens ce mec. Et le moment où tu te rends compte que là, par contre, c'est chaud, eh ben, tu es tellement dedans que ça demande de grosses actions de ta part pour t'en tirer. Tu vois. Et quand tu teasais genre à 8h du mat, etc., c'est parce que tu étais en sevrage ou que C'est c'est parce juste que tu voulais te non, sentir d'une certaine manière avant. non, c'est qu'en gros, tu te la colles tellement fort que le lendemain, tu te sens comme une merde et que la seule manière de plus te sentir comme une merde, c'est de renvoyer direct. Ok, d'accord. Au Ouais, début, c'est tu ça. dis, bon, Ouais, une bière, ça fait passer la gueule de bois, tu vois. Donc tu t'envoies une bière pour faire passer la gueule de bois. Et bon, bah, si une, elle m'a fait me sentir mieux, bah, deux, ça va me faire me sentir encore. Et boum, t'es reparti après. ok. Et de là, en fait, tu finis dans un cercle vicieux. Puis après, il y a en quelque sorte, dans un sens, tu deviens un peu accro à qui tu deviens dans ces états, tu vois. En gros, tu tombes un peu amoureux de la personne que tu deviens, dans le sens où c'était un peu dans un sens, Où tu comment t'identifies à cette t'expliquer. personne. Il y avait une période où vraiment, tu vois, et c'était ma période la plus hardcore clairement, où là c'était vraiment du 7 jours sur 7, où j'avais un peu cette impression de limite, Le mec est solide. où tu vois, ouais, j'avais limite l'impression d'avoir un super pouvoir en fait. Ok. Où c'est t'arrives, t'as zéro anxiété sociale, t'es capable de parler à tout le monde, je te fous dans n'importe quel bar, 20 minutes après t'es le pote à tout le monde, tu finis dans des afters, tu finis... Tu sais, c'était limite, j'ai l'impression que c'était une autre personne qui faisait ce que moi, normal, j'aurais pas pu faire, tu vois. Et en fait, tu t'identifies tellement à ça, et vu que tu passes tellement de temps à t'ambiancer, qu'au final, ça devient ton état par défaut, en fait. Ouais. Et du coup, eh ben ouais, tu te retrouves à... Vers la fin, après, c'était du 7 jours sur 7. Après, je me suis dit, non, il faut que t'arrêtes. Tu vois. Dernière petite question rapide. Lever de soleil ou coucher de soleil? Lever de soleil pour l'inspiration, c'est-à-dire pour avoir des idées, pour travailler, pour comprendre des choses. Coucher de soleil pour l'introspection, c'est-à-dire réfléchir. Je suis beaucoup plus introspectif le soir, mais je suis Ouais. beaucoup plus créatif le matin. Pareil. Donc je sais pas, Intéressant. c'est ma mère et mon père là, tu me dois de choisir, tu vois, c'est les Chocolat ou vanille? chocolat. Tu m'as déçu. Mais les deux, j'aime moyennement les deux. J'aime pas beaucoup le sucré. Ok. Donc là, c'est vraiment si je devais choisir, mais je pense que ça doit faire des mois que je vais pas manger du chocolat, tu vois. Ok. Ton dessert préféré du coup? Cheesecake. Cheesecake. Fa- Ok. Bon, on va aller juste à côté après. Alors, le meilleur cheesecake du monde, encore mieux que celui-là, le cheesecake caramel de chez Picard. C'est vrai? Il est extraordinaire. Ok. Va falloir que. J'ai demandé ça comme gâteau d'anniversaire. Va Et falloir je que l'ai j'ai- dégommé presque tout seul. Série préférée? Passé ou actuel? Ce que tu veux. De tous les temps, Breaking Bad. C'est vrai? Ouais. Putain. J'ai kiffé Breaking Bad, mais. Mais c'est t'adores ou tu détestes? Non, en fait, j'ai vraiment kiffé, mais. J'ai kiffé, mais je le mettrais pas, tu vois, dans mon top Ouais, 3. mais Quoi. en fait, soit des gens le trouvent ok, mais pas ouf. Et la plupart des gens qui vont dire je le trouve ok, en fait, c'est parce que vu qu'il y a la hype, ils ont dit bon, bah tout le monde adore, il doit y avoir quelque chose, tu vois. Non, moi j'ai vraiment kiffé parce que c'est un style super différent. En fait, tu sais. pour moi, c'est vraiment Le tempo de la série c'est et une tout. série, elle est rythmée à la perfection. Ouais, Ça t'emmène dans un voyage. Puis je l'ai découvert, j'étais moi-même dans ce milieu, tu vois. ouais, donc ok, c'était- d'accord. Donc ça t'a impacté encore plus, j'imagine. Ouais. Bah du coup, en fait, ça glamourisait ce que moi je vivais, qui n'était pas glamour. Ouais. Mais honnêtement, ouais, c'est ça. Et en fait, j'allais dire série actuelle, mais là, c'est moi, je regarde rien. Euh, j'ai réessayé de re-regarder Better Call Saul, parce qu'on parle de Breaking Bad. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Better Call Saul, en fait, c'est un spin-off Ouais. de Breaking Bad. En fait, ils ont pris vraiment un des personnages les plus emblématiques de la série, à savoir l'avocat Saul Goodman, et ils lui ont fait sa propre série. Et tout le monde câble, il y a même des gens qui disent c'est mieux que Breaking Bad et tout. Et Moi j'ai kiffé. Hein. j'ai essayé 3 fois, pour l'instant, j'arrive encore pas, mais je vais réessayer encore. Bah, il est dark par contre. Genre, tu te sens mal pour lui. Ouais, j'arrive pas. Pour moi, je trouve que c'est une série où il n'y a pas justement le rythme en fait, j'arrive pas à le voir. C'est un mec, tu vois, c'est un mec un peu minable, il essaye d'être avocat, son frère il lui met des bâtons dans les roues. Mais j'arrive pas. Mais je vais réessayer, promis. Faut que. Et il y a la saison 2 de Squid Game qui arrive, où justement je suis pas Ça j'ai kiffé aussi. où je suis pas quelqu'un. En fait, je suis heureux, mais vraiment, je suis extrêmement heureux d'avoir découvert cette série avant la hype. Parce qu'en fait, je suis tombé dessus complètement par hasard, je galérais, j'étais malade et j'arrivais pas à bosser. J'arrivais même pas à me mettre sur l'ordi bosser. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre Netflix. Et j'ai été attiré par le délire rose avec des dômes. Ouais, c'est J'ai super dit, vas-y, catchy. je regarde. Et j'ai surkiffé, mais j'ai regardé la saison 1 en un jour. Et de là, après, en fait, j'ai vu que les gens ils commençaient à en parler et tout. Et là, il n'y a pas longtemps, j'étais sur Netflix et je vois qu'ils disent saison 2 arrive bientôt. Je suis oulala. Et d'ailleurs, une autre série qui est vraiment lourde aussi, qui est dont Squid Game est inspiré, ça s'appelle Alice in Borderlands. On va clôturer le podcast. J'aimerais juste que tu parles des trucs qui t'importent dans la vie. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu voudrais parler et partager avec les auditeurs
tes projets ou tu vois, un truc qui compte pour toi. Et après, j'aurai une dernière question. Je ne suis pas trop quelqu'un qui parle tant que ça de mes projets. Déjà Ouais. parce que ma philosophie, c'est que je viens jamais sur un podcast pour faire ma promo. Tu vois, je dirais Ouais, jamais allez vous abonner à ma chaîne ou je sais pas quoi. C'est vraiment l'aspect partage. En gros, on va dire que si mais tu c'est veux. important. Si moi, je voulais tu vois, t'avoir sur mon podcast, c'est que j'estime que tu as des trucs super intéressants à Oui, dire et oui, j'ai bah envie que les après. gens... Et c'est ça aussi le partage. C'est le partage de comment est-ce que les gens ils peuvent aller plus loin et te connaître plus et Oui, tu bah vois, faire partie après. de ta communauté s'ils ont vachement accroché avec la personne et qui s'identifient dans ton discours ou dans ce que tu fais, quoi. Ouais, bah ça après ils peuvent aller sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Maintenant, au-delà de ça, on va dire que si tu veux, pour moi, ma philosophie vis-à-vis de ce truc, c'est que je suis beaucoup plus attiré par l'aspect de laisser une trace et un impact positif sur cette culture de façon globale, Ouais. plus que de prendre quelque chose pour moi. Dans le sens où pour moi, j'estime que j'ai déjà pris beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Comme je t'ai dit tout à l'heure, dans ma tête, j'ai été condamné à faire des tafs au SMIC ou des trucs toute ma vie. Et il n'y a rien de mal à taf au SMIC, mais des tafs que je n'aime pas. Le fitness m'a sorti de ça. Je t'ai parlé de ma dépression, je t'ai parlé de mes addictions. Le fitness et mon activité sur les réseaux m'ont sorti de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai déjà en fait, si tu veux, un gros sentiment de redevance envers cette culture. C'est ce qui est la raison pour laquelle je partage de façon assez agressive et pour laquelle je monétise aussi peu. Après, j'ai la chance d'avoir mon entreprise à côté et je la monétise, ce qui fait que je n'ai pas besoin de prendre tout ce qu'il y a à prendre là-dessus, tu vois. Donc, et honnêtement, je pense que c'est vraiment ça qui, à la fin, dès que ma carrière sera finie, sera ma plus grande satisfaction. Le fait de me dire que j'ai des gens qui peuvent m'envoyer des messages en me disant, grâce à ce que tu dis, je me suis sorti des addictions, je me suis sorti de la dépression. J'étais dans un trou et grâce à ton partage d'expérience, eh ben, j'ai réussi à justement, moi, inverser la cadence. Tu vois, pour moi, ces choses-là, elles ont beaucoup, beaucoup plus de valeur que me dire j'ai 100 000 abonnés sur les stations. Tu vois, je m'en fous de ça. C'est vraiment un truc où, en fait, j'ai vraiment un détachement vis-à-vis de ça, que je sais que ça peut s'arrêter là tout de suite. Et je dis ça de la façon la plus sincère dont je sois capable. J'aurais pas, j'aurais pas le moindre sentiment négatif. Parce que ce qui ne disparaîtra pas, c'est ce que j'ai insufflé dans la tête et dans le cœur des gens qui m'ont écouté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, pour moi, ça vaut 1 milliard de fois n'importe quoi que je pourrais accomplir. Si j'ai accompli ça, eh ben, j'ai réussi ma carrière sur les réseaux. Tout à ton honneur. Dernière question, si tu avais un conseil à donner aux gens, quel qu'il soit, que ça soit de ton expérience personnelle ou un truc qui te tient à cœur, une mantra ou ce que tu veux, qu'est-ce que ça serait? Une mantra, c'est... Alors, en plus, c'est une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et qui, pour moi, résume parfaitement ce que je pense. C'est que étudier sans agir, c'est une perte de temps. Agir sans étudier, c'est dangereux. Beaucoup de gens, en fait, veulent se lancer dans quelque chose. Et là, c'est très large. Ça peut être créer une entreprise, où je connais des coachs en salle qui veulent partir en ligne, où je connais des gens qui veulent carrément changer de taf, et qui, en fait, te disent, et c'est une phrase que tu entends beaucoup, quand j'aurai ça, je pourrai faire ça. Et s'il te plaît, et vraiment, et je sais que ce que je m'apprête à dire va rentrer dans une oreille et sortir de l'autre de 99,9% des gens qui vont entendre, mais si ça peut rentrer et pas sortir chez 3 personnes, Mazel Tov, c'est qu'il n'y aura pas de moment parfait et que même si tous les trucs que tu prétends avoir besoin d'avoir, le moment où tu les auras, eh ben même là, tu seras quand même pas bon. Parce que tu n'auras pas justement ce cadre de référence et cette expérience. Parce que ce que je fais là, ça fait 10 ans que je veux le faire. Et je ne le faisais pas parce que, non, mais j'avais pas le matos. Ok, j'ai acheté le matos, maintenant quoi? Non, mais j'ai pas encore le physique. Ok, j'ai eu le physique, maintenant quoi? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura pas de moment parfait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu me disais, ouais, je vois ton setup. Je te disais quoi? Chez toi, tu vois mon setup, moi, je vois le setup d'un autre mec. Et je me dis, oh, ce qu'il... Mais c'est pas grave. Le meilleur moment pour démarrer quoi que ce soit au monde, c'est maintenant. C'est maintenant, ouais. Et clairement, et le pire, c'est quand cette mentalité, elle est couplée avec j'aurais dû commencer plus tôt. Ouais. Parce que plein de gens, donc sous prétexte que tu aurais dû commencer plus tôt, donc tu ne vas pas commencer maintenant. Tu aurais dû commencer plus tôt. Ouais, mais tu n'as pas commencé plus tôt. Commence maintenant pour que dans 10 ans, tu ne dises pas j'aurais dû commencer il y a 10 ans. Mais voilà, c'est vraiment, et pour moi, c'est le fléau absolu de notre génération, c'est l'inaction. Encore plus maintenant. C'est à cause de quoi? À cause des réseaux. Parce que maintenant, on voit la vie, on vit par procuration. Ouais. Et du coup, ça fait encore plus peur. Hein. On voit les gens.
encore plus peur ou encore moins parce que, et ça c'est scientifiquement recherché, il y a des études qui ont montré que la satisfaction que tu as à par exemple voir un vlog d'une personne qui accomplit un truc, au niveau cérébral, elle est identique à celle que tu aurais si toi tu avais accompli le truc. Et tu peux le Google, hein. J'essaie de te retrouver les références des études. Et donc, on a ce truc de « ouais, je regarde des stories. Ah ouais, bon lui il est parti en vacances dans un bel endroit. Lui il a acheté une putain de voiture. Lui, il a acheté... Ok, maintenant il s'est passé 6 heures. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va aller de plus en plus. Casse ce truc. Je dis pas, et je suis pas un anti-réseau, arrêtez de regarder des trucs. Moi-même, je vis sur les réseaux. Mais l'inaction est le plus grand mal de notre époque, et ce, de loin, et ça brise un nombre de rêves que tu n'as même pas idée. Merci Nage. Avec grand plaisir. Il était cool ce podcast, j'ai kiffé. Ça fait longtemps que j'avais pas pris plaisir comme ça. Ah, tu m'as fait kiffer mon gars.